nous allons commencer cette deuxième table ronde consacrée aux perspectives économiques de l'audiovisuel, en posant la question cette fois-ci non plus de comment financer la création, mais comment financer les services de télévision. Donc, quelles sont les évolutions possibles dans un nouveau contexte que je vous ai déjà rappelé tout à l'heure et dont on a beaucoup évoqué évidemment, celui de l'innovation technologique, l'ADSL, la TNT, qui transforme et qui a transformé intrinsèquement les modalités de production, de diffusion, mais aussi, rappelons-le une fois encore, les modalités de consommation des biens culturels et audiovisuels. Donc c'est pour le secteur de l'audiovisuel dans son ensemble un véritable changement de paradigme auquel il est confronté. Alors en proposant 28 chaînes de télévision sur la TNT, on comprend que le seul point de vue concurrentiel de cette mutation redéfinit les frontières traditionnelles du marché de la télévision. On voit même poindre une asymétrie concurrentielle s'installer, puisque là où des opérateurs historiques mettent à disposition des contenus audiovisuels, cette offre ne peut apparaître comme un service parmi d'autres pour des télécoms ou des FAI. La télé connectée étant le point d'orgue dans ce basculement au numérique, où le téléspectateur y voit le mariage du web et de l'écran TV. L'écosystème de l'audiovisuel aujourd'hui est un marché ouvert. Nous avons 3 modèles d'affaires qui coexistent, que vous connaissez bien, la télévision commerciale, la télévision publique et aussi la télévision payante. Donc, à ces évolutions-là, à cette transformation-là, technologique, économique et sociale, je pense qu'on n'a jamais assez le dire, s'ajoutent toutes les difficultés que rencontre aujourd'hui le secteur de l'audiovisuel, bien sûr, mais surtout, dans son ensemble, une véritable crise économique qui impacte évidemment la dépense en premier lieu de consommation de communication des annonceurs, puisque, et on va voir aujourd'hui, à présent, là, merci beaucoup, les slides, qui me semblent importants d'ores et déjà sur les sources de financement, quelles évolutions. Dans les dépenses des annonceurs et ce qui constitue des recettes publicitaires, le marché de la télévision, c'est 3,4 milliards d'euros, mais Internet, c'est 1,8 milliard d'euros pour un marché qui n'existait pas il y a 7 ans. Pour le financement des chaînes, là aussi, ça me semble un point important, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir autour de la table les principaux opérateurs de la télévision, c'est-à-dire qui représentent ces modèles d'affaires de l'audiovisuel français. On remarque qu'en 2012, la part de l'abonnement, de la publicité et du financement public sont à peu près équivalents, ce qui représente un tiers, d'où l'importance de cet équilibre de l'audiovisuel établi sur 3 modèles distincts, mais 3 modèles qui travaillent dans le même écosystème, ou en tout cas des écosystèmes qui coexistent. Faut-il faire évoluer la réglementation de la publicité à la télévision? Ça sera évidemment l'objet de notre première table, nos premiers points. On voit que le marché publicitaire est flat. On se retrouve quasiment en 2012 avec quasiment le même montant qu'en 2005, avec voire une perspective qui est encore déficitaire. Si on compare aux autres médias principaux que sont la télévision, la radio et la presse, elles aussi ont évidemment beaucoup subi ces baisses de recettes publicitaires et cette atonie du marché publicitaire. Ce qui aurait été intéressant, et pardon de ne pas l'avoir fait parce que ça m'est venu après, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir la courbe, en revanche, des dépenses du marché publicitaire de l'Internet qui, elles, au contraire, grimpaient. Alors, quel financement pour le service public? C'est aussi des questions principales de cette table ronde. Ce dont on s'aperçoit sur le financement de France Télévisions et d'Arte, il est clair que la part du budget de l'État dont on va discuter apparaît au moment de la loi, donc en 2009, que celle-ci a légèrement diminué, mais le propos n'est pas ici. C'est est-ce qu'on conserve cet élément-là? Est-ce qu'il est important de le conserver? Est-ce que la contribution de l'audiovisuel public, c'est-à-dire est-ce que la redevance, elle a grimpé, mais est-ce qu'elle a suffisamment grimpé? Est-ce qu'on peut y penser? Comment réfléchir à la publicité dans le service public? Donc ce seront des questions qui seront posées autour de cette table. Évidemment, on ne peut pas aujourd'hui parler de l'audiovisuel, on en a beaucoup parlé précédemment, mais de la question de l'international, évidemment. Donc la comparaison, alors comparaison n'est pas raison, bien entendu, mais néanmoins, s'apercevoir que même en 2012, la France est à 131 € par an, quand l'Allemagne est à 216 ou encore la Suède à 232. Alors pourquoi je prends les exemples de l'Allemagne et de la Suède? Parce que ça doit introduire le slide d'après, qui va arriver. Quel financement pour le service public?
Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui poser la question? Alors, on dirait qu'on peut toujours poser la question, mais ça ne coûte rien en tout cas de la poser. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le financement du service public, on peut imaginer d'élargir l'assiette de la redevance sur les nouveaux écrans, hein, on en a beaucoup parlé aussi, hein, on consomme la télévision vraiment, véritablement différemment sur iPad, sur téléphone mobile, et est-ce que ça doit du coup participer aussi au financement des chaînes de services publics? Voilà. Alors, j'en termine ici parce que je voudrais tout de suite donner la parole aux intervenants. Et essayer de respecter les mêmes règles que j'ai tenté de conserver jusqu'à la fin. C'est-à-dire, et on a vu que le débat était riche, hein, intéressant, et je pense que c'est là, hein, c'est aussi les raisons pour lesquelles on est tous là, c'est qu'on a envie de vous entendre et pas entendre le modérateur, donc j'arrêterai. Surtout vous écouter et donc faire des allers-retours, c'est-à-dire pas une fois la parole pendant 10 minutes, et puis donc il n'y a pas de discussion. Essayez véritablement de respecter ça. Alors, une première question. Alors, j'ai quand même 3 thématiques. Alors, je vous pose un peu quand même ce que j'ai construit au moment que vous ayez la théorie. Alors, ensuite, on verra ce qui se passe en pratique. Mais j'ai quand même vraiment une première série de questions sur la modification possible ou non de la publicité à la télévision. Ensuite, l'idée du nouveau paysage audiovisuel, comment faire évoluer, comment penser, comment réfléchir sur la question de la contribution à l'audiovisuel public. Et puis aussi le dernier élément, mais je ne voudrais pas que ce soit le tout petit, donc c'est pour ça que je vais tenter de me battre, sur les œuvres, les contenus, parce qu'ils sont véritablement au centre, et le modèle d'affaires de la télévision payante, qui est un acteur lourd et auquel je n'aimerais pas qu'on réduise à la TNT payante, qui pourtant ne fonctionne pas toujours, mais on voit l'importance du nombre de ces chaînes, l'importance de Canal+, évidemment, avec Léonore Grand-Cyr aussi pour les chaînes thématiques. Voilà, donc ce sont les thématiques que je voudrais aborder. Donc première question, doit-on modifier ou réfléchir à la modification de la réglementation de la publicité à la télévision ? Beaucoup de secteurs sont aujourd'hui interdits. Est-ce que c'est encore possible à l'heure de l'international, à l'heure de l'Internet et à l'heure de la crise économique? Est-ce qu'on peut encore tenir ça? Est-ce qu'on peut réfléchir à des opérations de promotion, de publicité au cinéma? Et puis, est-ce qu'on va pouvoir, de façon générale, desserrer ou pas, possiblement ou pas, les taux publicitaires? Vous comprendrez que d'ores et déjà, je ne peux que donner la parole à monsieur Nicolas de Taverneau, et puis ensuite peut-être Bertrand Méheux et Fabienne Servan-Schreiber. Merci beaucoup. Je vais prendre une précaution de langage. Je ne vais pas chercher forcément à être populaire. Alors, deux choses. Parce que comme nous n'étions pas à la table ronde précédemment là, avec mes collègues, je voudrais dire que souvent, en dehors de la réglementation, nous avons d'excellents rapports avec les producteurs. Moi, je suis fier de 2 choses en matière de production, d'avoir pu, dès le départ, contribuer avec un jeune stagiaire à installer une société de production qui s'appelait VM, qui fait notamment E = M6, des documentaires, etc., avec lequel nous avons les meilleurs rapports. Généralement, la réglementation n'ajoute rien à nos rapports. Et la deuxième, scène de ménage plus récente aujourd'hui, que vous voyez avec nos amis de Cabot qui doivent être là, avec lequel nous avons les meilleurs rapports. Et généralement, la réglementation est plutôt un problème dans nos rapports pour que nous puissions avoir des contacts directs. Donc, je veux dire que la réglementation n'est pas nécessaire pour que les producteurs et les diffuseurs s'entendent bien et fassent des choses tout à fait concrètes. Je ferme la parenthèse. Voilà. Faut-il augmenter les ressources de la télévision et notamment la publicité? La réponse est à l'évidence oui, elle est banale. Je dirais 2 choses. Premièrement, la publicité, nous sommes de plus en plus nombreux dans un marché de plus en plus étroit sur la publicité proprement dite. Il y avait, au moment de la création, du lancement de la TNT, il y avait 3,4 milliards de chiffre d'affaires publicitaires. Il y avait le même niveau l'année dernière, mais ce n'est pas les mêmes euros. Et cette année, il y aura plutôt 3 milliards. Donc nous sommes de plus en moins nombreux dans un marché de moins en moins important. Ce qui d'ailleurs clôt le débat sur l'élasticité à l'offre. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de chaînes qu'il y a plus de publicité. Nous l'avons dit, répété, redit, parfois avec un peu de force au CSA. Nous n'avons pas toujours été entendus. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Il n'y a pas d'élasticité à l'offre en télévision. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Chacun, nous essayons de gagner des parts de marché l'un par rapport à l'autre. Bon, ça, c'est notre métier d'entrepreneur. La deuxième chose, aller chercher des recettes en dehors de la publicité. Et nous avons à peu près 42% de nos recettes que nous prenons à personne, pas à nos voisins, et que nous allons chercher par nous-mêmes. C'est de l'argent qui s'ajoute.
Et je supplie le président du CSA d'ouvrir cet appel d'offres sur le téléachat. Nous donnerons un peu d'argent au CNC volontairement. Voilà. C'est d'ailleurs la première fois qu'on le fera. Hein. Sur le plan volontaire, j'entends, pas sur le plan de l'argent donné. Voilà. Donc, c'est des ressources qui ne gênent personne, qui sont en dehors du secteur, qui créent des emplois. Pourquoi on ne le fait pas? C'est un mystère pour moi. Voilà. Donc, je referme la parenthèse. Donc, nous allons chercher des ressources, les mobiles, l'Internet, la production, le cinéma, en dehors de la publicité. 42% pour notre groupe, et qui sont profitables. Et on ne gêne personne, et c'est de l'argent qui revient dans les programmes. La deuxième chose, il faut élargir les règles, et pas simplement les secteurs. Il y a des règles absurdes. Par exemple, le parrainage, pendant longtemps, il était écrit « le parrainage ne doit pas destiner à faire vendre ». C'est sexy pour nos clients. Voilà. Donc, on fait un peu, voilà. Mais donc, assouplissez les règles, franchement, simplement. Pourquoi réserver le placement de produits à des programmes de stock? Ça va très bien, les programmes de flux aussi. Ça se fait dans tous les pays, ça développe la production. Les secteurs interdits, il y a le cinéma, je crois que tout le monde commence à être d'accord. Alors, ce n'est pas le jackpot, le cinéma, mais nous estimons qu'il y a à peu près, et là, je ne comprends même pas qu'on se pose la question. Quand nous dépensons 1 euro dans le cinéma, nous devons en remettre 10 centimes à la production cinématographique. Quand vous dépensez, les gens du cinéma, 1 euro dans des affiches, 0 reviennent au cinéma. Donc c'est votre intérêt, je parle des producteurs cinématographiques et des distributeurs, que la télévision puisse faire la promotion des films de cinéma, via le CNC, via les obligations de réinvestissement, via les taxes diverses et variées. Donc ça, c'est la deuxième méthode. On peut le faire sur la promotion de la distribution, on peut le faire sur un certain nombre de règles qui sont un petit peu absurdes. Vous savez, on a bataillé pendant 20 ans sur la seconde coupure publicitaire. Aujourd'hui, franchement, personne aujourd'hui n'en reparle. Le service public peut montrer sa différence, et nous, c'est à nous de faire en sorte que le public l'accepte. Voilà la deuxième chose. On peut le faire seulement pour le livre. Pourquoi s'arrêter au cinéma? On peut continuer pour le livre. Donc, il y a des secteurs qui doivent être ouverts pour avoir un peu. Mais ça ne suffira pas. Je pense qu'il y a un excès d'offres en France, par rapport à la télévision gratuite, en tout cas. Et donc, se pose comment augmenter nos recettes, c'est aussi réduire nos taxes. Donc ça, peut-être qu'on passera à la question suivante. Merci. Je pense que l'ambition de notre secteur doit être de faire émerger des groupes industriels puissants qui vont se développer à l'international. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. Et très peu d'entre nous sont présents à l'international. À ma connaissance, pour ce qui nous concerne, nous sommes un des rares groupes à se développer, mais avec grande difficulté. Et pourquoi ? Parce que nous ne luttons pas à armes égales avec tous nos concurrents étrangers. Pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. Nous avons des contraintes réglementaires dans tous les sens. On ferme les marchés. Je rejoins tout à fait Nicolas de Taverneau sur la télévision gratuite. Enfin, c'est une évidence. 25 chaînes gratuites aujourd'hui. Je prédis d'ailleurs beaucoup moins. Il y en aura beaucoup moins dans un avenir relativement proche. Il est nécessaire pour que ces acteurs survivent qu'ils puissent accéder à d'autres revenus publicitaires. Donc il faut ouvrir l'accès, il faut le considérer raisonnablement, sans doute. Il y a peut-être des exceptions qu'il faut conserver, mais vouloir contraindre à ce point les opérateurs de télévision gratuite sur la publicité est, je pense, une erreur qui va conduire à la disparition ou à la faiblesse de tous les groupes présents dans ce secteur. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de la propriété des œuvres, je ne vais pas revenir sur une polémique qui a eu lieu peut-être tout à l'heure, mais on regarde nos grands confrères internationaux. Vous prenez HBO. HBO vit très très bien parce qu'il arrive à vendre les œuvres qu'il finance pour une première diffusion sur de nombreux territoires. Aujourd'hui, il faut reconsidérer ces contraintes que nous avons. Et je pense qu'il y a urgence à s'ouvrir les yeux et à regarder que ce secteur, que ce soit la télévision payante ou gratuite, souffre économiquement et qu'on a une responsabilité collective pour sauver nos groupes français. L'émergence de tous les acteurs ou l'arrivée de tous les acteurs américains, soit par des systèmes de vidéo à la demande, qu'elles soient par abonnement ou non, dans un environnement non régulé, va nous fragiliser. Donc il est urgent de reconsidérer toutes ces contraintes. D'accord. Merci beaucoup. Donc, desserrer les taux publicitaires. On a eu une conversation intéressante, Fabienne Servan-Schreiber, sur la question de la publicité. Vous me disiez qu'effectivement, il est extrêmement important, alors pas évident, mais oui. Important aussi que les chaînes soient plus riches. Oui. Non, d'abord, je voulais juste dire à Bertrand Meilleux qu'il n'est plus seul aujourd'hui à
chercher à conquérir le marché international, puisque nous avons appris à l'instant que TF1 et M. Paolini avaient enfin décidé d'ouvrir les productions de fiction de TF1 à l'international et qu'il avait une stratégie. Nous allons commencer cette deuxième table ronde consacrée aux perspectives économiques de l'audiovisuel, en posant la question cette fois-ci non plus de comment financer la création, mais comment financer les services de télévision. Donc quelles sont les évolutions possibles dans un nouveau contexte que je vous ai déjà rappelé tout à l'heure et dont on a beaucoup évoqué évidemment, celui de l'innovation technologique, la DSL, la TNT, qui transforme et qui a transformé intrinsèquement les modalités de production, de diffusion, mais aussi, rappelons-le une fois encore, les modalités de consommation des biens culturels et audiovisuels. Donc c'est pour le secteur de l'audiovisuel dans son ensemble un véritable changement de paradigme auquel il est confronté. Alors en proposant 28 chaînes de télévision sur la TNT, on comprend que le seul point de vue concurrentiel de cette mutation redéfinit les frontières traditionnelles du marché de la télévision. On voit même poindre une asymétrie concurrentielle s'installer, puisque là où des opérateurs historiques mettent à disposition des contenus audiovisuels, cette offre ne peut apparaître comme un service parmi d'autres pour des télécoms ou des FAI. La télé connectée étant le point d'orgue dans ce basculement au numérique, où le téléspectateur y voit le mariage du web et de l'écran TV. L'écosystème de l'audiovisuel aujourd'hui est un marché ouvert. Nous avons 3 modèles d'affaires qui coexistent, que vous connaissez bien, la télévision commerciale, la télévision publique et aussi la télévision payante. Donc, à ces évolutions-là, à cette transformation-là, technologique, économique et sociale, je pense qu'on n'a jamais assez le dire, s'ajoutent toutes les difficultés que rencontre aujourd'hui le secteur de l'audiovisuel, bien sûr, mais surtout, dans son ensemble, une véritable crise économique qui impacte évidemment la dépense en premier lieu de consommation de communication des annonceurs, puisque, et on va voir aujourd'hui, à présent, là, merci beaucoup, les slides, qui me semblent importants d'ores et déjà sur les sources de financement, quelles évolutions. Dans les dépenses des annonceurs et ce qui constitue des recettes publicitaires, le marché de la télévision, c'est 3,4 milliards d'euros, mais Internet, c'est 1,8 milliard d'euros pour un marché qui n'existait pas il y a 7 ans. Pour le financement des chaînes, là aussi, ça me semble un point important, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir autour de la table les principaux opérateurs de la télévision, c'est-à-dire qui représentent ces modèles d'affaires de l'audiovisuel français. On remarque qu'en 2012, la part de l'abonnement, de la publicité et du financement public sont à peu près équivalents, ce qui représente un tiers, d'où l'importance de cet équilibre de l'audiovisuel établi sur 3 modèles distincts, mais 3 modèles qui travaillent dans le même écosystème, ou en tout cas des écosystèmes qui coexistent. Faut-il faire évoluer la réglementation de la publicité à la télévision? Ça sera évidemment l'objet de notre première table, nos premiers points. On voit que le marché publicitaire est flat. On se retrouve quasiment en 2012 avec quasiment le même montant qu'en 2005, avec voire une perspective qui est encore déficitaire. Si on compare aux autres médias principaux que sont la télévision, la radio et la presse, elles aussi ont évidemment beaucoup subi ces baisses de recettes publicitaires et cette atonie du marché publicitaire. Ce qui aurait été intéressant, et pardon de ne pas l'avoir fait parce que ça m'est venu après, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir la courbe, en revanche, des dépenses du marché publicitaire de l'Internet qui, elles, au contraire, grimpaient. Alors, quel financement pour le service public? C'est aussi des questions principales de cette table ronde. Ce dont on s'aperçoit sur le financement. Et cette indépendance ne peut s'envisager que dans une perspective qui est un financement stable et un financement pérenne. Et ce financement stable et ce financement pérenne, c'est précisément ce que nous ne vivons pas aujourd'hui, et en particulier depuis la réforme de 2009, qui a transformé une partie de nos ressources, qui étaient des ressources publicitaires d'après 20 heures, en subventions publiques. Cette subvention publique, je le rappelle, elle était à l'époque de 450 millions d'euros. Le terme qui avait été employé est sanctuarisé et en tout cas préservé. Cette somme va être cette année d'un peu plus de 200 millions d'euros. Ce qui veut dire que l'augmentation de la redevance, et ça nos concitoyens ne le perçoivent absolument pas,
l'augmentation de la redevance a été entièrement compensée, mangée, pour prendre le parole de mon voisin, par la baisse de la subvention. Ce qui veut dire que cette perception que peuvent avoir nos concitoyens d'une contribution plus importante à l'audiovisuel public s'est traduite par une diminution de nos ressources. Et cette diminution des ressources n'était pas inscrite dans le contrat d'objectifs et de moyens, n'était pas inscrite dans notre trajectoire. Alors on peut se dire, bien sûr, mais la trajectoire, les entreprises privées M6 ou TF1 aujourd'hui ne l'ont pas non plus, puisqu'il y a des chutes de chiffre d'affaires. Sauf que cette trajectoire, pour nous, est indispensable au regard de la mission de service public, au regard des obligations, que je n'appelle pas obligations, que j'appelle missions, et au regard de la longueur dans le temps de la réalisation de ces obligations. Et nous nous retrouvons bien là, au cœur d'un débat qui est un débat qu'il faut trancher, qui est le débat du financement de ces missions et de ces obligations. Si ces missions et obligations sont des éléments importants en termes de cohésion sociale, en termes d'information, en termes de diffusion de la culture, en termes de présence territoriale, et aussi bien dans métropole qu'outre-mer, en termes d'accessibilité au sport gratuit, et c'est un débat que nous avons en ce moment concernant Roland-Garros, alors il faut avoir une perspective, et que cette perspective soit en regard des obligations. Mon troisième point, c'est que, évidemment, cette perspective doit s'inscrire dans des plans d'économie. Il n'est pas question pour l'entreprise France Télévisions de dire « donnez-nous plus de recettes et puis les économies sont pour les autres ». Nous sommes dans un ensemble économique qui souffre, nous sommes dans un ensemble économique en crise, nous en prenons notre part. Et nous en prenons notre part en faisant des plans d'économie drastiques, en faisant un plan social que j'ai annoncé, en signant, je vous le signale parce que les choses n'ont pas été reprises, avec l'ensemble des organisations syndicales, un accord d'entreprise qui est absolument historique parce qu'il efface 30 ans d'accord et qui nous permet de refonder les fondations sociales, nouveaux métiers, modification du paritarisme, etc. Donc nous allons faire ces efforts et nous les faisons. Mais nous ne pouvons les faire en fonction des obligations que nous avons que dans une perspective qui est une perspective sur laquelle nous puissions nous appuyer, et en termes d'investissement et en termes de développement. Ou alors, si ce n'est pas possible, nous ne pourrons pas atteindre nos obligations. Et je dirais que ce point aujourd'hui est un point absolument central, à un moment où, parallèlement, nos recettes publicitaires baissent comme chez tout le monde, mais elles baissent davantage que chez nos concurrents. Et elles baissent davantage que chez nos concurrents parce que malheureusement, nous n'avons des écrans qu'avant 20 heures. C'est-à-dire des écrans de faible puissance. C'est la raison pour laquelle, et j'en viens et j'en conclus sur la question de la publicité, nous souhaitons l'ouverture de quelques spots entre 20h et 21h. Ces quelques spots entre 20h et 21h nous permettront d'avoir accès, après le journal de 20h sur la 2, après Plus belle la vie sur la 3, à quelques écrans puissants. Et ces quelques écrans puissants nous permettent simplement d'aller vers des grands annonceurs qui aujourd'hui nous désertent parce qu'ils vont sur les chaînes qui ont des écrans puissants en prime time et ces chaînes se débrouillent, et c'est leur droit, pour essayer de maximiser l'investissement chez eux en fonction de ces écrans, et donc notre baisse est plus importante. Donc je ne demande pas grand-chose en termes de publicité, je demande quelques spots entre 20h et 21h, ce qui ne va pas bousculer l'équilibre, ça va être de 1 ou 2% de la masse des investissements publicitaires, qui vont moins déséquilibrer le marché publicitaire que les conditions commerciales qui sont faites sur le marché aujourd'hui. Merci. Merci. Monsieur Assouline. Oui, c'est un débat général sur le financement de l'audiovisuel, qu'il soit privé ou public. Et on voit bien que là, maintenant, on est en train de s'arrêter un peu sur l'audiovisuel public parce que je pense profondément que c'est sa déstabilisation qui encourage la déstabilisation générale et que c'est un point fixe qui a toujours permis à ce que les choses se régulent le mieux possible. Je ne suis pas d'accord de commencer à envisager des solutions par rapport à une crise, là, et un problème de financement immédiat, flagrant, sans qu'on évoque le diagnostic et pourquoi on en est là. Non pas pour ranimer des polémiques, mais parce que il y a des choses que on apprend beaucoup de choses de la façon dont ça s'est passé avec les pronostics qui étaient faits, les fausses évidences, pour faire ce choix.
On était, souvenons-nous, avant la dernière réforme, à un équilibre de France Télévisions retrouvé et dynamique. Et un équilibre qui était satisfaisant, avec moitié redevance, moitié publicité, donc recette commerciale, ce qui assurait quelque chose de tout à fait fondamental pour nous, et pour moi en particulier, l'indépendance, qui n'est pas seulement politique, ça a été réglé par une proposition de loi ce matin, mais c'était important, mais l'indépendance financière, parce qu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas d'indépendance financière. On ne pouvait pas dépendre du commerce et on ne pouvait pas dépendre de l'État. Et donc il y avait quelque chose qui fonctionnait. Probablement, la crise financière derrière aurait percuté aussi le volet recettes publicitaires, comme dans le privé. Mais en tous les cas, on aurait abordé les choses dans une situation saine, en cherchant des solutions. Que l'on décide politiquement qu'on arrête avec cette part commerciale, pas en disant c'est pour permettre au privé de s'en sortir. C'était pas ça l'argument. Pourtant, on sait très bien que l'auteur de cette réforme était plutôt enclin à avoir cette optique-là des choses. Non, en disant il faut protéger le service public de la dictature de l'audimat qu'implique la dépendance aux recettes publicitaires. Et donc défendre la culture, la création, le risque dans l'audiovisuel public. J'adhère. Mais à ce moment-là, il fallait aller au bout et donner du sens aux choses. Et donc dire ça doit reposer sur la contribution. Mais on nous a dit tout de suite, dans un moment où on travaillait très bien, hein, cette commission Copé, on travaillait sur le fond. On nous a dit, mais il y a une borne, moi vivant, pas 1 euro d'augmentation. Bon, il est toujours vivant, ça a augmenté, tout va bien. Donc, on était dans des contraintes où les choses n'avaient plus de sens, y compris quand on parle de contribution des citoyens. Il faut que ça ait du sens pour qu'ils l'acceptent et qu'ils se mobilisent. Sinon, ça pas. Donc, je vais aller direct. Aujourd'hui, ouvrons les débats, la publicité, tout ce qu'on veut. Je pense que les nécessités et des évolutions du marché publicitaire et la conjoncture immédiate de crise financière, mais qui peut demain être différente, mais il y a une nécessité immédiate. Et la modification des usages, donc la révolution numérique, qui ne peut plus nous faire penser une seconde que la contribution, même celle qui existe aujourd'hui, n'a du sens pour les gens si elle est assise sur le téléviseur. Parce que ce n'est pas ça l'usage, et que ça ne le sera plus de façon exponentielle dans les années qui viennent. Donc arrêtons, je le dis vraiment, le bricolage, voyons ce qui a du sens, qui est stable, qui est pérenne, compréhensible pour la période qui s'ouvre. Et je crois qu'il faut aujourd'hui défendre, accepter, expliquer qu'il doit y avoir une redevance, une contribution par foyer qui peut capter les services de télévision publique, c'est-à-dire qui a un ordinateur, qui a une tablette, qui a donc tous les foyers, on va le dire aujourd'hui, et revoir, pour des raisons de justice sociale, puisque ça serait sur la taxe d'habitation, le fait qu'on participe, certes de façon minime, sur la deuxième foyer fiscal de taxe d'habitation, les résidences secondaires, une participation. Si on fait ça, il y a 200 millions qui sont dégagés. Et on se remet en dynamique, parce que si on la laisse assise sur la télévision, on régresse, puisque ça ne va plus être l'usage de plus en plus. Et la contribution avait cette valeur d'être dynamique, et c'est pour cela qu'elle était utile. Si on dit les choses de façon nette, qu'on les explique, qu'on se mette d'accord, qu'on ne se dispute pas, et donc on passe les mêmes messages qui doivent être pédagogiques, je pense que les citoyens aujourd'hui sont prêts à l'accepter. Il faut le faire accepter aux politiques. Et je le dis, ce qui m'encourage à le dire de façon encore plus nette que je le dis depuis plusieurs années, pour essayer de convaincre, y compris mes collègues, c'est que l'augmentation de l'année dernière, qui est importante, 6 euros, était inenvisageable il y a quelques années parce qu'on me disait, à chaque fois, même 1 euro, ça mettrait le feu à la France. Et c'était de tous bords.
6 € n'ont pas mis le feu à la France. Au contraire, j'ai été étonné de ne pas me faire insulter plus que ça sur mes réseaux sociaux, comme le grand taxeur ou de nos concitoyens. Et donc, je pense que les citoyens de notre pays sont peut-être dans quelque chose de plus responsable quand ils pensent que ça peut être utile, et notamment le service public de l'audiovisuel, eh bien, ça se mérite, et tout le monde a bien conscience qu'on ne peut pas le laisser couler, et on peut mobiliser là-dessus. Donc, voilà quelles sont, moi, les propositions que je mets sur la table et pour lesquelles je me battrai. Elles ont le mérite de la cohérence. Après, permettez-moi une phrase sur la publicité. Bien entendu, on pourrait dire, quand quelque chose est amorcé, que ça a été mauvais, la réforme de 2009, on peut revenir à l'avant. Mais c'est dans plein de domaines. Hein. Vous savez que je me suis opposé à quasiment toutes les lois du présent gouvernement. S'il s'agissait uniquement d'abroger et tout revenait à la normale, ça se saurait. Le problème, c'est que ces lois ont agi sur le secteur, elles ont modifié la donne. Et la société a continué à bouger. Et donc, ce n'est pas des papiers qu'on raille, qu'on met à la poubelle, et tout va bien. Donc aujourd'hui, je ne pense pas, dans ce contexte, que la solution peut venir uniquement du rétablissement de la publicité. Je ne suis pas contre l'ouverture du débat. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'ouvre pas. Mais le prix, ce que rapporte la publicité aujourd'hui, n'est pas la même chose, y compris si on ouvre entre 20h et 21h, ça va faire baisser les prix de la publicité, ça sera mécanique, et donc les recettes attendues ne seront pas forcément les mêmes. Qu'il ne faut pas, dans un moment où ils ont aussi de l'emploi, ils investissent aussi dans la création audiovisuelle, eh bien forcément affaiblir plus le secteur privé. Je ne suis pas connu pour quelqu'un qui leur fait des cadeaux, mais il y a un équilibre qu'il faut maintenir dans l'ensemble. Et je pense en plus que le problème des recettes publicitaires, il faut chercher avec Internet, avec la TNT et toutes ces chaînes, ça s'est dispersé. C'est pas seulement l'audiovisuel public qui va pouvoir récupérer les choses comme ça sans faire que tout s'affaisse. Et puis aujourd'hui, j'ai entendu que la première régie publicitaire, ou au moins à égalité, c'est Google devant TF1. C'est l'annonce du jour. Bon, donc essayons d'aller percuter ce problème-là, qui est un vrai problème, parce qu'ils ne payent pas les mêmes taxes, les mêmes impôts, et ils n'ont pas les mêmes contraintes que tous les autres. Voilà. Donc, j'ai pas abordé tous les sujets que vous voulez évoquer, mais en tous les cas, sur l'audiovisuel public, je pense que maintenant, il faut aller à de la cohérence et arrêter de bricoler, avoir du sens, du pérenne, du durable. On pourra faire des coms un peu plus fiables à l'avenir. D'accord, merci beaucoup. Donc une réflexion où tout le monde semble assez d'accord sur l'ouverture, en tout cas tendre vers lever l'interdiction de certains secteurs qui aujourd'hui... Alors monsieur Regard n'est pas d'accord. Ah, enfin. Je ne suis pas d'accord en particulier sur le cinéma. Il y a des réflexions en cours. Il y a toute une partie du milieu cinématographique, des distributeurs qui sont contre. Je me souviens, il y a 20 ans, on venait de gagner la bataille du GATT. J'ai jamais pensé qu'on devrait la relivrer maintenant, à cause de la Commission européenne, de M. Barroso et de tous ses sbires. On venait de gagner la bataille et on va dans l'Empire Universal. On se fait engueuler par les patrons d'Universal qui nous disent « Vous, les Français, quand même, vous avez exagéré dans cette bataille. » Mais il y a une chose qui est formidable dans votre réglementation, c'est l'interdiction de la publicité à la télévision pour les films, parce que nous, aux États-Unis, alors on dépense des fortunes et on n'est pas sûr du résultat. Donc il y avait quelque chose qui était valable pour eux, c'était ça. Moi, alors sur le service public et le financement, c'est capital d'assurer un financement pérenne du service public, parce que le service public, il est au cœur de la création audiovisuelle, il est au cœur de la diversité de la création cinématographique. Alors nous, les auteurs, notre ami de l'Estrade et moi-même, on est des petits actionnaires de l'ensemble du paysage audiovisuel, puisqu'on a des pourcentages sur tout le monde. Et donc, on est intéressé au développement des recettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rejoins à la fois les analyses de David Assouline et pour une fois de Nicolas de Taverneau. Non, mais j'aime bien Nicolas parce que là, il ne se fait pas passer pour la Cosette du PAF, alors ça va. Bon. Et donc, l'analyse, c'est qu'on a multiplié les chaînes alors qu'il y a un climat économique dépressif.
et que l'augmentation des chaînes n'a pas augmenté le volume global de publicité. Donc tout le monde est perdant, les chaînes, les créateurs, les producteurs. Et ça, c'est une certitude. Et pourquoi a-t-on augmenté les chaînes? Il faut le dire, parce que pour la politique, donner un peu plus de jeu aux citoyens, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. Deuxième chose, le service public. On a fait une réforme du service public. Et là, je rejoins ce qu'a dit David Assouline. On n'a pas eu le courage de faire la réforme du financement. À partir du moment où on enlève les recettes de publicité, on doit augmenter la redevance. La redevance, c'est la seule ressource pérenne et certaine pour le financement du service public. Au lieu de quoi, on a fait un bidouillage, un financement sur les télécoms. Les malheureux télécoms, ils n'avaient rien à voir avec le financement du service public. Bidouillage qui est en cause à Bruxelles, parce qu'on ne pouvait pas faire un financement direct des télécoms vers le service public, on fait passer ça par le budget de l'État. Et si vous passez par le budget de l'État, il y a quand même une petite commission au passage, et c'est là la difficulté qu'éprouve Rémi Fimelin. J'ajoute que quand même, si vous n'aviez gardé que la pub, vous auriez eu des problèmes de ressources, au même titre que TF1 et M6. Donc, ce qui est capital, c'est quand même de revoir, en tout cas, de ne pas réaugmenter le nombre de chaînes. Et si jamais certaines disparaissent, qu'elles disparaissent. Les chaînes peuvent mourir, c'est pas grave. Bon, il y en a déjà une qui est morte il y a longtemps, c'était la 5, et ça a fait plaisir à Nicolas à l'époque. Bon. Non mais c'est vrai. Bon. Et personne ne s'en est vraiment plaint et l'a vu disparaître. Donc, il faut avoir un paysage audiovisuel qui se reconcentre de manière à redonner de la valeur à la publicité des chaînes. Et puis là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On a besoin d'argent pour l'audiovisuel, en particulier le service public. Il y a des fréquences audiovisuelles. On décide de les vendre. À qui va l'argent? À l'audiovisuel, au financement du service public, au financement de la création? Non, aux militaires qui font sauter des fusées qui éclatent en pleine mer. Bon, alors franchement, je trouve que au moins, soit les fréquences audiovisuelles, on décide de les garder parce qu'il peut y avoir des usages de haute définition et autres, et si on ne les garde pas, une partie substantielle de la vente de ces fréquences à nos amis des télécoms doivent aller financer la création et le service public. Et éventuellement même, alors là, vraiment, c'est le comble de la générosité, alléger les charges de Nicolas. Voilà. Non, mais d'abord, je suis vraiment contente que David Assouline ait exprimé ce point de vue, parce que pendant de longues années, même les parlementaires socialistes n'étaient pas très pour l'augmentation de la redevance. Les Allemands ont fait cette réforme. Ils l'ont faite en janvier 2013. Ils ont décidé qu'on ne calculerait plus, ça s'appellerait plus redevance, mais contribution, que ce ne serait plus calculé en fonction des écrans, mais en fonction des foyers, en considérant qu'aujourd'hui, tous les foyers étaient envahis par la radiodiffusion. Voilà. Les chiffres de la redevance allemande étaient affichés tout à l'heure. Ils sont beaucoup plus importants que les nôtres, et l'Angleterre aussi. Je ne vous parle même pas du fait que, et en Angleterre et en Allemagne, ce sont des structures indépendantes qui récoltent cet argent, alors qu'en France, c'est encore Bercy. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il faut la mensualiser. C'est mensualisé en Angleterre et en Allemagne. Et il faut l'étendre aux résidences secondaires. Voilà. Alors, ça ne fait pas plaisir aux élus, ça ne fera peut-être pas plaisir au gouvernement, mais c'est une réforme fondamentale. Et ça va donner de l'indépendance à la télévision publique, ça va lui donner, j'espère, de la pluriannualité, parce qu'on en a marre d'être tout le temps confronté à ces espèces de fins de budget où on ne sait jamais à quoi ils vont être mangés l'année prochaine. D'ailleurs, on attend toujours notre com pour pouvoir travailler. La télévision publique, c'est très important en France, et je tiens à dire aussi que si la télévision publique distingue bien ses lignes éditoriales de ce que font les chaînes privées, c'est-à-dire que le public comprend qu'il va chercher sur les chaînes publiques la diversité, l'alternative, des choses qu'on ne voit pas ailleurs, ça pourra très bien être compris et être accepté. C'est effectivement une des conditions sur lesquelles il faut travailler à fond. Et je voulais juste dire un tout petit, pour parler de ce qui avait été dit avant et de cette formidable réforme que nous avons vécue en 2008 et qui a été faite par le président précédent, qui a voulu enlever la publicité pour donner plus d'audace au programme de prime time de France Télévisions. Je suis désolée de vous le dire au nom de presque tous les
producteurs, auteurs et réalisateurs, nous n'avons pas vu la différence. Jean-Xavier Trémistrade. Bonsoir à tous. Et bien évidemment, moi je partage ce que vient de dire Pascal Rogard en partie et Fabienne, Rémi Finlin aussi et David Assouline. La SCAM, ça fait depuis 1992 qu'on se bat autour du mot indépendance du service public. Ça fait depuis 1992 qu'à la SCAM, on se bat pour la suppression de la publicité au sein du service public. Ça a mis beaucoup de temps, ça s'est fait dans des conditions absolument déplorables, calamiteuses, la réforme de 2009 que vous avez rappelée. Et aujourd'hui, les auteurs sont extrêmement inquiets. Parce que oui, moi je ne suis ni parlementaire, ni responsable d'une chaîne, ni producteur. Je suis auteur et je représente 30 000 auteurs. Et nous, les auteurs, si on n'arrive pas... Enfin, on vit. Comment on vit ? On vit en faisant des films, en écrivant. Et si on n'arrive pas à écrire, à trouver des débouchés à notre créativité, on crève, on meurt. Et aujourd'hui, on est très inquiet parce que la création, Fabienne vient de le rappeler, la création, surtout en documentaire, la création, c'est, si on ajoute Arte à France Télévisions, c'est presque 80% des documentaires, c'est Arte et France Télévisions. Et si on n'assure pas une indépendance économique, pérenne pour France Télévisions, il va y avoir des morts parmi les documentaristes et les créateurs. Et ça, c'est inacceptable pour nous, absolument inacceptable. Or, depuis 2009, effectivement, on vit dans une situation où il n'y a aucune visibilité pour le service public. Et tout à l'heure, bon, alors aujourd'hui, il y a peut-être une loi on parle d'une loi sur l'indépendance, mais l'indépendance, c'est quoi ? L'indépendance, c'est pas forcément la manière dont le président de France Télévisions est nommé. Ça l'est, bien sûr, mais c'est d'abord, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'indépendance. On le voit aujourd'hui, de toute façon, il y a eu un COM qui a été négocié, signé en 2011. Aujourd'hui, il y a un avenant qui est en discussion depuis janvier. Au mois d'avril, il devait être signé. Finalement, il est passé devant un conseil d'administration. Vous avez estimé que vous n'aviez pas les moyens pour assumer les missions, vos missions. Donc, on est toujours dans une forme où on ne sait pas ce qui va arriver. Et ça, pour nous, c'est absolument une situation absolument intolérable. Donc, il faut... Et tout à l'heure, il y a un producteur, c'est Jean-François Boyer, qui a interpellé les services publics, l'autorité, le ministère de la Communication. Il faut arrêter de bidouiller, comme a dit David Assouline. Il faut qu'on prenne des décisions durables et qu'il y ait une visibilité pour le financement du service public. Alors, il y a des pistes, on l'a dit. La SCAM, ça fait au mois de septembre, on avait lancé une réflexion pour l'augmentation de la contribution à l'audiovisuel public. On avait présenté un plan d'augmentation sur 5 ans de 17 €. Aujourd'hui, je comprends bien qu'il y a eu un effort qui a été fait, et effort très louable, et on en remercie les sénateurs, de 4 €. On sait aujourd'hui que ça va être difficile d'augmenter un peu plus la contribution à l'audiovisuel public, mais il faut réfléchir sur l'assiette, il faut faire une réforme profonde, ce que vous avez proposé. Pourquoi en France, encore une fois, on est un des plus bas taux de la redevance, et aussi sur l'assiette, on est la plus petite assiette, quasiment. Non seulement il y a l'Allemagne et la Suède qui ont étendu l'assiette à quasiment tous les détenteurs d'un appareil, d'un poste de télévision, mais évidemment d'un appareil tablette, smartphone, etc. Mais pas seulement. Il y a d'autres pays, j'ai une liste là, il suffit de la reprendre, mais par exemple, l'Autriche s'est appliquée aux résidences secondaires, en Norvège aussi, en Allemagne aussi, en Irlande aussi. En Suède, au Danemark, c'est appliqué à tous les terminaux connectés. Donc, on est quasiment le seul pays où c'est à la fois la contribution, le montant le plus faible et l'assiette la plus étroite.
Et ça, il faut absolument faire une réforme profonde et définitive là-dessus. Alors, on reviendra bien entendu sur le secteur de audiovisuel public, et on voit bien qu'évidemment la question centrale est celle du financement. On peut voir un peu l'autre modèle aussi, celui de la télévision payante, qui est un modèle un poids lourd dans l'équilibre de l'audiovisuel. Bertrand Méheux, sur les œuvres, les contenus qui sont au cœur de toutes les chaînes payantes. Quel avenir aujourd'hui vous voyez à la télévision payante, un secteur qui est particulièrement attaqué parce que notamment la télévision, la multiplication des chaînes gratuites conduit à faire réfléchir le consommateur sur son consentement à payer, et du coup vous contraint forcément à aller toujours vers plus de qualité, qui est véritablement l'essence même du coup des télévisions thématiques payantes en particulier. Notre métier et notre succès résident vraiment dans l'investissement que nous faisons dans les contenus qui doivent être distinctifs, de qualité et même de très grande valeur, surtout si on veut faire face aux nouvelles compétitions qui arrivent, où des acteurs internationaux, et c'est déjà le cas, proposeront des offres, que ce soit télévision linéaire ou des offres non linéaires, et qui mettent les références à un niveau beaucoup plus élevé. Quand je prends l'exemple de la fiction, nous investissons depuis des années dans ce que nous appelons la création originale, augmentant nos budgets chaque année. Ce n'est pas par plaisir de dépenser, c'est que nous devons arriver au même standard que les Américains, qui dépensent à peu près 2,5 millions d'euros par heure de fiction, alors que sur une chaîne gratuite même importante, c'est peut-être plutôt 700 000 euros. Et sur Canal, on est entre les deux, et notre ambition est d'atteindre ces niveaux pour justement avoir des contenus distinctifs de grande valeur pour résister à ces nouveaux arrivants. L'élargissement de l'offre gratuite conduit bien évidemment à une réflexion chez le consommateur un peu plus longue avant qu'il ne se décide pour la télévision payante. Mais le paradoxe, et c'est peut-être contre-intuitif, c'est que cet élargissement favorise aussi la télévision payante, dans la mesure où chaque acteur de la télévision gratuite ne peut plus dépenser autant qu'il le faisait dans les programmes. Parce que pour un marché publicitaire stable, voire décroissant, le répartir sur 25 acteurs, c'est forcément une diminution. Donc beaucoup de contenus de valeur, je vais peut-être me faire huer par mes voisins, vont disparaître ou sont plus difficiles à financer par les chaînes gratuites. On parle du sport. Tout le monde voudrait donner tout gratuit aux Français, mais moi aussi. Mais malheureusement, on voit bien que les grandes chaînes gratuites ne peuvent plus financer le sport pour que le spectacle ait la valeur qui soit attendue par les téléspectateurs ou les abonnés, parce que les revenus publicitaires face à un grand événement ne permettent pas de payer cet événement. Donc la tendance très claire, pour prendre l'exemple du sport, je le disais pour la fiction, c'est un renforcement de l'offre des chaînes payantes. Alors on est protégé en Europe et en France en particulier par ce que nous appelons les événements majeurs. La liste des événements majeurs en France est largement supérieure à celle qui existe dans les autres pays, garantissant ainsi certains spectacles réservés à la télévision gratuite. Nous, notre souci pour le financement en général des contenus, et j'en viendrai j'ai parlé de la fiction, j'ai parlé du sport, j'en viendrai au cinéma. Pour nous, le cinéma français est un élément distinctif de notre ligne éditoriale. On ne se distinguera pas face au Netflix, Amazon ou autres intervenants sur le cinéma américain. Celui-ci sera disponible sur tous les téléviseurs connectés ou très facilement. Nous devons nous distinguer par l'offre de cinéma français. Et à cet égard, qui finance le cinéma français ? C'est avant tout la télévision payante, avant tout, puis la télévision gratuite et l'exploitation de salles, même sans faire de classement entre les trois. Donc il faut qu'on soit très vigilant pour le maintien de cet équilibre de financement. Ce système que nous avons en France, très efficace, basé sur une chronologie des médias qui garantit à chaque exploitant un plan d'affaires serein dans son exploitation, ne doit pas faire l'objet de mouvements inconsidérés. Je fais une référence par exemple au rapport Lescure, où la modification des fenêtres de SVOD, donc vidéo à la demande par abonnement, qui ne financeront jamais le cinéma, c'est pas possible. Nous sommes exploitants de plateformes, ce n'est pas possible de les rendre rentables.
et ne pourront pas le financer à la hauteur de ce que font les chaînes gratuites, les chaînes payantes et l'exploitation. Donc j'engage à ce qu'il y ait une concertation très approfondie sur ce point, parce que toute modification des curseurs pourrait conduire à un déséquilibre et fragiliser la télévision payante et la télévision gratuite. Oui, c'est vraiment un des éléments importants de la coexistence des systèmes, et on voit bien que lorsque France Télévisions bouge, tout bouge. Donc bien entendu, c'est extrêmement important de l'équilibre. Alors un petit mot, juste 2 mots pour Nicolas Taverneau, et ensuite Léonore Grand-Cyr et M. Assouline. Simplement, moi, je voudrais vraiment défendre le modèle de la télévision gratuite commerciale pour ne pas se retrouver dans simplement un choix entre payer très cher en abonnement ou payer très cher en impôts ou redevances. Nous offrons la télévision gratuitement aux Français au plus grand nombre. Et nous essayons d'offrir des programmes de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous essayons de développer nos recettes pour réinvestir dans les programmes. Développer nos recettes, les règles sont simples. Aujourd'hui, on a changé d'époque. Il n'y a pas d'argent public incontrôlable, si j'ose dire. Le consommateur est très sollicité par ailleurs sur son pouvoir d'achat. Le modèle de la télévision gratuite commerciale est un modèle remarquable. Remarquable, ça veut dire qu'il faut simplement lui donner les moyens de faire des recettes. Et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'élargir les secteurs de la publicité. Moi, je vais vous raconter juste une anecdote pour vous montrer à quel point, et je pense que Pascal Rogard sera assez convaincu vite, à quel point il y a des mesures comme ça qui sont... il y avait quelqu'un qui s'est avéré très libéral au CSA, qui s'appelait Geneviève Guichenet, que certains d'entre vous ont probablement connu, et il y avait une difficulté d'application sur la vidéo. À l'époque, c'était les cassettes. Fallait-il les classer, les vidéos de cinéma, comme du cinéma, et c'était interdit de publicité, ou fallait-il les classer comme du vidéo, et c'était autorisé en publicité télévision? Elle a penché du côté de la vidéo. Personne n'en reparle aujourd'hui. Qui songerait à interdire la publicité sur les DVD de cinéma à la télévision gratuite? Voilà. Bon, faisons la même chose un peu dans un esprit, la promotion sur la distribution, c'est quelques recettes. Plus les règles. Et enfin, allégeons des contraintes totalement inutiles, contre-productives sur le fonctionnement de la télévision. Moi, je vous en donnerai simplement une, qui concerne maintenant Bertrand, puisqu'il est venu dans cet univers paisible de la télévision gratuite. Et donc je travaille également pour lui, contrairement à ce que dit Fabienne. Les jours interdits de cinéma à la télévision sur les chaînes gratuites. Quand vous pensez que cette réglementation est encore applicable, les gens ne nous croient pas. Ils disent toujours, mais pourquoi il n'y a pas de film le samedi à la télévision? Les gens ne nous croient pas. Et alors, vous avez une concentration, un embouteillage de tous les films le jeudi ou le mardi sur la télévision gratuite, et vous n'avez pas de film le mercredi ou le samedi ou le dimanche à 20h30. Ces règles sont absurdes. Elles ne coûtent rien à ce qu'on les enlève. Elles feront plaisir au public et nous donneront l'occasion de développer notre métier et donc nos programmes et subsidiairement les films de cinéma à la télévision. Et je partage totalement le point de vue de Bertrand sur la chronologie des médias, parce qu'on ne peut pas à la fois dire on veut beaucoup de chaînes, on veut une exception culturelle, et en même temps abolir la seule règle, qu'est la chronologie des médias, qui empêchait jusqu'à présent Amazon et Netflix de rentrer en France. C'est la seule barrière qu'il y a sur la chronologie des médias, et notamment l'ouverture de la fenêtre SVOD, qui n'est pas une urgence. Les deux mesures, nous, du rapport Lescure pour la télévision gratuite, c'est taxer la Ketchup TV, c'est-à-dire que, grosso modo, permettre à Google de rediffuser nos programmes parce qu'eux n'ont pas de taxes. Et deuxièmement, la chronologie des médias, qui est d'ouvrir une fenêtre SVOD avant la télévision gratuite, c'est-à-dire chasser les films de cinéma de la télévision gratuite, qui auront été, pardon l'expression, extrêmement vus avant qu'ils arrivent à l'antenne. Donc ces mesures ne sont pas favorables. Donc on ne peut pas à la fois nous dire on voudrait des règles pour l'exception culturelle, et en même temps, quand il y en a une qui empêche quelques compétiteurs internationaux de rentrer, de l'abolir. Non mais attends, Juste Nicolas, on aimerait que les chaînes investissent dans la création. Et simplement, quand on regarde les soirées de M6, il y a 150 soirées de prime time de fiction américaine et 6 soirées de fiction française, à part les programmes courts, bien sûr, les scènes de ménage. Donc, bon, voilà, il y a quand même un problème.
Écoute, nous faisons des magazines, donc je pense que tu dois être très heureuse que nous faisions des magazines, qui sont très regardés. Nous faisons du cinéma, et nous demandons en faire plus, notamment le mercredi et le samedi. Comme il y a un quota de 60% européens et 40% français, généralement ils sont français, ça mettra plus de cinéma et moins de soirées américaines. Nous avons choisi plutôt de les mettre à 20h qu'à 21h, tous les jours, de la fiction originale française qui fait travailler des auteurs, et je pense que c'est une des principales sociétés de production françaises qui exporte en plus ces programmes, avec lesquels nous avons fait des accords de longue durée. Donc je crois que les choses ne vont pas si mal que ça. Alors c'est vrai que nous ne faisons pas parfois les programmes du service public, mais justement le service public il est là pour ça. Alors moi je veux bien faire Roland Garros si ça t'arrange, mais non, je plaisante. Pardon, Léonore Grand-Cyr et ensuite M. Assouline, Léonore Grand-Cyr sur le modèle quand même de la télévision payante et juste 2 secondes. Léonore Assouline. Non, 2 secondes. Je laisse la parole sur les soirées de M6. Fabienne a totalement raison. Il m'avait dit que je ne le gérerais pas. Fabienne a totalement raison. Bon. Ils ne sont pas destinés. C'est vrai, mais c'est pas pour moi. Ça, c'est sûr. Bon, je vais parler des chaînes thématiques alors. J'espère que je ne vais pas passer pour la Cosette du PAF. Mais je voulais parler un petit peu de la télévision payante, hors la télévision premium, dont Bertrand Méheux a parlé. Les chaînes thématiques représentent un secteur qui est vraiment très important et indispensable dans le paysage audiovisuel actuel. Donc ce sont importants parce que ce sont 140 chaînes conventionnées. Ça représente en national 11% d'audience, donc ce n'est pas rien. 30% d'audience sur les abonnés. 3600 emplois permanents. Juste rappeler que c'est pas anecdotique. Alors comme on est très très fragmenté, pas toujours représenté de manière puissante, on a tendance parfois à être un peu délaissé par les pouvoirs publics notamment. Mais je tiens vraiment à rappeler l'importance de ce secteur. Important et indispensable. Indispensable pourquoi ? Parce que il y a déjà une très grande diversité. Aujourd'hui, c'est vrai que le service public offre de la diversité, que toutes les nouvelles TNT ont apporté une certaine diversité. Mais quoi de plus divers que l'ensemble de ces chaînes thématiques qui, chacune dans leur genre, répond à des aspirations, à des goûts et aux passions d'un certain public. Et ça, c'est vraiment très important. Deuxième chose importante, c'est le fait qu'on soit sur un modèle par abonnement nous permet d'avoir une réelle indépendance vis-à-vis de l'audience et donc de prendre des risques. Alors c'est vrai, des risques éditoriaux j'entends. Alors c'est vrai que nous sommes des petites chaînes, ce sont de petits moyens, ce sont de petits investissements. Il n'empêche qu'on va prendre des risques éditoriaux, qu'on va être innovant, qu'on va souvent pouvoir faire travailler de jeunes talents, qu'ils soient auteurs, réalisateurs, animateurs. On va vraiment pouvoir innover de cette manière-là. Et par ailleurs, pour nous différencier souvent de la télévision gratuite, on a cherché à être innovant et à développer des services. Et ça, c'est une des missions, me semble-t-il, également de la télévision payante. C'est pour justifier un abonnement, il faut apporter plus de services. Donc les chaînes thématiques ont été très offensives sur le développement de la HD, sur le développement de la télévision de rattrapage, parfois même en proposant en avant-première, avant la diffusion linéaire, des pilotes ou des premiers épisodes ou certains programmes, et également sur le multi-écran. Donc sur les services, c'est important parce que c'est l'ensemble de cette qualité, de cette diversité qui va justifier l'abonnement. Maintenant, pour en revenir à la situation un petit peu actuelle et au marché tel qu'on le vit et tel qu'on le vit au quotidien. C'est vrai que depuis 2005 et depuis le développement des TNT gratuites, il y a eu un total bouleversement pour les chaînes thématiques qui ne fait que s'accentuer maintenant avec l'arrivée d'une nouvelle compétition via Internet. Un impact, bien évidemment, comme on l'a dit, sur le public et sur la perception de la valeur du contenu, la perception de la justification du paiement de l'abonnement. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important quand on a une offre gratuite. Alors, c'est vrai que ce matin, j'entendais dans la TNT, ça a été formidable, ça a très bien marché. Ouais, c'est gratuit. C'est sûr que c'est un magasin gratuit a beaucoup plus de succès qu'un magasin payant. Donc c'est vrai que ça a vraiment été très difficile, et ça continue à l'être, de continuer à justifier l'abonnement. Par ailleurs, ça a été renforcé, cette perception a été renforcée avec tous les basiques sur les plateformes ADSL. Toutes ces chaînes sont perçues comme gratuites par le consommateur. Il ne faut pas l'oublier, lui s'abonne à Internet et il a des dizaines et des dizaines de chaînes gratuites. Ça renforce les difficultés à valoriser les contenus. Et c'est très important, les chaînes thématiques sont là également, elles participent à cette valorisation des contenus. Et c'est important de conserver aussi une perception du payant versus le tout gratuit. On a vu la destruction de valeur parfois apportée par le tout gratuit sur Internet. Alors là, on n'est pas dans ce modèle-là, puisqu'on est dans un modèle, je dirais, assez différent. Mais c'est vrai que nous, on continue à valoriser le gratuit.
Donc, on a donc des difficultés sur les revenus d'abonnement. Quand je vois les chiffres avec une certaine croissance, elles incluent tous les revenus d'abonnement, l'abonnement premium également. Il faut savoir que le sport et le cinéma représentent plus de 50% des revenus d'abonnement. Donc moi, je parle aussi de toutes les autres, les petites chaînes thématiques, qui, elles, n'ont pas forcément des revenus qui sont en croissance, qui s'inquiètent quand elles voient qu'un des opérateurs importants de la distribution, ADSL, SFR, arrête de distribuer, d'éditer des bouquets et de distribuer la télévision payante. Donc on se pose une vraie question là-dessus. Et puis, alors je vais en revenir aussi. Alors la publicité, je ne vais pas en parler tellement longtemps, parce que c'est vrai que pour nous, ça représente en général à peu près 20% seulement. Ce que je veux juste dire, c'est que jusqu'à présent, les chaînes thématiques vendaient de la publicité parce qu'elles pouvaient offrir des campagnes un peu moins importantes ou parce qu'elles étaient très en affinité. Aujourd'hui, sur la partie campagne et prix, la TNT a totalement puisé et a totalement ponctionné ce marché-là. Et sur la partie affinité, on est concurrencé de plein fouet par la vidéo sur Internet. Il faut savoir aujourd'hui, un annonceur, il va soit sur du gros hertzien, soit sur de la TNT, soit il prend de la vidéo sur Internet. Pour vendre aujourd'hui de la publicité sur des chaînes thématiques, c'est extrêmement difficile. Dernier point, avec le développement de la TNT et du gratuit et le développement de nouvelles chaînes, eh bien, on a assisté à un peu une raréfaction des contenus. Forcément, il y a de nouvelles chaînes à alimenter et à une inflation des prix. Pour certaines chaînes indépendantes qui n'ont pas forcément accès à des contenus produits par les grands groupes hertziens, ça peut être assez difficile. Donc on se retrouve un petit peu en tenaille dans un modèle économique avec une baisse des revenus, avec une augmentation des coûts et avec une concurrence nouvelle qui arrive. Mais nous avons quand même des propositions. Alors, nous n'avons pas de propositions par rapport à la distribution. Je pense que ça a fait l'objet depuis plus d'un an de beaucoup de discussions. À l'arrivée, je vois que SFR s'arrête, donc je ne commenterai pas plus. Sinon, j'espère que ce marché-là va continuer à être dynamique. Nous, ce que l'on espère, c'est que les distributeurs de la télévision payante vont être dynamiques, vont bien se porter, vont être en croissance, parce qu'on en a besoin pour vivre. C'est vraiment très important. En revanche, c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation entre les détenteurs de fréquences hertziennes gratuites, fréquences rares en contrepartie desquelles elles ont des obligations, les acteurs de l'Internet qui sont nos compétiteurs directs, qui n'ont absolument aucune obligation, et nous on est là, dans un marché qui a totalement changé, avec une réglementation qui a plus de 10 ans et qui ne s'applique absolument plus au marché qu'on a aujourd'hui. Donc j'en ai déjà parlé à pas mal de reprises. Nous, ce qu'on souhaiterait proposer sont des choses simples, c'est moderniser et simplifier la réglementation des chaînes thématiques. L'avantage des chaînes thématiques, c'est que même si il nous semble qu'elles sont très importantes pour la diversité culturelle et pour la création aussi, c'est petit. Donc c'est quand même assez intéressant d'en faire un laboratoire pour expérimenter certains assouplissements, certaines flexibilités. Je pense qu'il faut moderniser, simplifier. Je pense que ça peut être intéressant de regarder le cadre réglementaire dans lequel sont les chaînes thématiques par rapport au SMAD, par exemple. Il y a une divergence. Alors ce matin, on disait les SMAD sont trop réglementés. Qui viennent regarder les chaînes thématiques, c'est quand même encore plus difficile. C'était ce matin, on l'a dit que c'était un petit peu sur l'atelier, la table ronde Internet. Peu importe, nous aujourd'hui, je cherche juste à dire que par rapport aux chaînes thématiques, si on pouvait se rapprocher des SMAD, des pistes très simples, il y a un seuil pour le déclenchement des obligations, un seuil de chiffre d'affaires qui peut être de 10 millions. Il y a une progressivité sur les obligations en fonction du chiffre d'affaires. On peut imaginer également avoir une simplification. C'est vrai qu'on s'est retrouvé avec ces discussions 2009-2010 avec des taux divers. On pourrait simplifier les taux. Je suis absolument ravi d'avoir entendu et les producteurs et les diffuseurs se déclarer positifs à une extension de la part d'œuvres européennes au travers peut-être de coproduction, mais même d'acquisition d'œuvres, pas les auteurs. Bon, c'est dommage, mais en tout cas, ce serait, quand on a une raréfaction d'accès au contenu français, être en mesure de pouvoir s'oxygéner et aller s'approvisionner ou participer à des plans de financement sur des coproductions européennes, quand les plans de financement des productions françaises nous sont fermés, ça peut être réellement un moyen, en tout cas, d'arriver à achever nos obligations. C'est vraiment quelque chose de difficile. Donc voilà, des pistes simples. Sur la publicité, on en a déjà dit, à nouveau sur la publicité, la taille des chaînes thématiques en permet toujours d'en faire un laboratoire. On a déjà des secteurs qui nous sont autorisés alors qu'ils ne le sont pas sur les grandes chaînes. Donc on peut imaginer faire des assouplissements sur les chaînes thématiques, en tout cas, pour regarder comment ça se comporte, avant éventuellement de les étendre, ou même sans les étendre. Voilà, donc je sais que le CSA est très attentif à notre situation. Il y a eu des recommandations plutôt positives sur, en effet, un assouplissement de notre réglementation. J'appelle maintenant le gouvernement qui a soutenu le développement de la télévision gratuite pendant de nombreuses années,
J'attire son attention sur une urgence aujourd'hui à regarder et à assouplir les chaînes thématiques, leur réglementation, notamment avec l'arrivée massive des acteurs de l'Internet. Pour nous, ça va être une question de survie. Dernier point par rapport au lancement de nouvelles chaînes gratuites. Là, ce matin, pareil, j'ai assisté à des discussions sur des fréquences, à qui vont aller les fréquences, etc. Nous, de nouvelles chaînes thématiques gratuites sur des modèles proches de ce qu'on a aujourd'hui. Je ne parle pas des chaînes qui seraient pures peut-être de téléachat ou autres, mais des nouvelles chaînes thématiques, des nouvelles chaînes TNT, pardon, comme on en a vu jusqu'à présent, ce serait catastrophique. Pour nous, il est inconcevable qu'il y ait de nouvelles chaînes gratuites de ce type. Ce sera à court terme la mort de nombreuses chaînes thématiques et à long terme, une vraie fragilisation sur la télévision payante hors premium. Voilà. Merci. Merci beaucoup. David Assouline. Oui, je veux aborder la question du privé et de la publicité, mais je veux quand même dire une petite phrase parce que il y a des discours qui changent en fonction des conjonctures ou des intérêts particuliers, et parfois c'est difficile de dégager l'intérêt général. Par exemple, quand il y a eu la TNT, tout le monde a crié, à part TF1 qui n'y a pas cru, dommage pour eux à ce moment-là, c'est génial. C'est le pluralisme, c'est une avancée, parce qu'il y a la diversité. J'ai entendu que la nouvelle religion serait que maintenant il faut concentrer, il y en a qui doivent mourir, etc. Bon. Et puis j'entends qu'il faut absolument préserver celles qui existent, mais surtout pas ouvrir à d'autres. C'était génial la diversité, mais à 3 de plus, ça devient mortel. J'entends tout ça, parce qu'à chaque fois, ça s'appuie sur des réalités. Mais il ne faut pas construire des concepts nouveaux à partir uniquement des conjonctures et des intérêts et des évolutions immédiates. Et donc, bien entendu, je pense que la TNT et les chaînes gratuites ont permis quelque chose d'important en termes de diversité, qui est indéniable, qu'il faut préserver, et qu'il faut aujourd'hui tenir compte du fait que pour que, y compris ces modèles puissent survivre, il faut peut-être qu'il y ait des regroupements, mais pas des absorptions ou des concentrations qui tuent la diversité. Je voulais dire que sur la publicité, cette réforme dont on parlait tout à l'heure, qui était pour l'audiovisuel public, je veux quand même rappeler une chose, c'est que puisque la publicité devait s'évader vers le privé, il y avait un revenu de taxe qui devait permettre à l'État le financement de l'audiovisuel public. Que très vite, ça a été divisé par 6 le taux de cette taxe que devait donner le privé. Donc ça n'a rien rapporté à l'État, mais en tous les cas, il n'y a pas eu cette contrepartie. Je le comprends. Mais il y a eu aussi la double coupure. Il y a eu l'heure d'horloge et davantage de temps publicitaire. C'est-à-dire que cette réforme qui devait renforcer l'audiovisuel public ou permettre son financement, on a vu comment ça n'a pas rempli ce rôle-là, puisque aujourd'hui on est dans une situation difficile. La principale taxe qui rapporte est contestée par la Commission européenne, mais que de l'autre côté, il y a quand même déjà eu, parce que moi je suis pour, donc déjà on se décontracte, je suis pour qu'on ouvre le débat sur la publicité dans le privé et l'ouverture à un champ plus grand. Et notamment, j'attends avec impatience, parce que le CSA, j'ai souvent confiance, ce qu'ils vont nous dire sur le cinéma, puisqu'ils ont ouvert une réflexion là-dessus. Et donc, on va pouvoir avancer. Donc moi franchement, c'est pas, il n'y a pas d'idéologisme là-dedans. Je pense que tout ce qui est utile, mais qui ne casse pas un certain nombre de régulations et d'obligations, mais je veux quand même rappeler que le discours sur ce qui empêche le développement, c'est toutes les barrières, toutes les obligations, etc. Ces derniers temps, ça n'a pas été la ligne, puisque sur la publicité des choses ont évolué avec cette loi, et qu'elles peuvent évoluer encore aujourd'hui. Le tout aussi est de se mettre d'accord. Sur la question de Canal, parce qu'il faut en parler, parce qu'il y a un acteur important qui est arrivé sur le sport, et qu'il y a une déstabilisation là où Canal est situation de monopole, mais qui a été bénéfique et qui œuvre au financement de la création, et notamment du cinéma français, qui est très important. Donc il ne faut pas traiter ça par dessus la jambe. Et moi je pense qu'il faudrait regarder avec bienveillance une baisse de la TVA applicable,
comme solution, parce qu'on nous a évoqué d'autres solutions dans ce domaine qui me semblaient pas bonnes, mais en tous les cas là-dessus. Donc, ok, l'ouverture, regardons de façon maîtrisée comment la publicité peut s'ouvrir à d'autres champs, y compris le cinéma. On attend le CSA. Ok sur le fait de, pour les chaînes payantes, faire en sorte que, notamment cette fonction qui permet le financement du cinéma, puisse être défendue. Mais je le répète, il y a quelque chose qui est aujourd'hui fondamental, c'est que le secteur public puisse rester ce pilier de l'audiovisuel. Je regrette qu'à un moment donné, on ait, y compris dans l'imaginaire collectif, affaibli les choses. Et vous voyez que c'est pas très partisan ce que je dis, puisque à partir du moment où c'était pas la première chaîne, on a déjà affaibli, y compris après cette idée de la redevance, etc. Bon, ça devait, pour une des chaînes, on devait payer. Et la chaîne motrice, la chaîne référence, c'est un peu dilué. On peut aujourd'hui avancer. Et très franchement, regardons ce qui peut être bien pour France Télévisions sans déstabiliser le secteur privé. Et arrêtons chacun de parler pour sa chapelle. Ça me permet une mise au point. Tout à l'heure, parce que c'est aussi le financement de France Télévisions, le débat qu'il y a eu, je veux rappeler que c'est un groupe de travail du Sénat. Un groupe de travail, c'est pas le Sénat. À un moment donné, il y a des gens qui travaillent et qui font un diagnostic. C'était la commande. Je demande qu'on ne se prenne pas, on est tous un peu hommes de médias, à un titre ou à un autre, dans les spirales qui faussent les débats et qui empêchent d'avancer. Si vous lisez le rapport en termes de diagnostic, je pense que c'est un document qui était nécessaire et qui datera. Parce que ça n'a pas été fait avant et qu'à un moment donné, il faut mettre les choses à plat avec les vrais chiffres, avec les vrais... Et puis que ça permette le débat. Mais il n'y a aucune préconisation et que M. Plancade appuie plus avec sa sensibilité personnelle de cette question sur un certain nombre de choses, ne doit pas aujourd'hui faire que chacun se retranche derrière l'intérêt qu'il défend, et je comprends que les producteurs aussi ont des choses à défendre. Il y a une évolution à avoir, ça doit être dans du donnant-donnant, circulation des œuvres, part de production pour les télévisions, une évolution qui ne soit pas déstabilisante pour le secteur de la production, et donc pas à hauteur que M. Plancade a pu évoquer. Je pense que ça serait destructeur pour le milieu, et que les concentrations que l'on peut encourager ne doivent pas se faire au détriment de la multiplicité et de la diversité qui est une originalité française. On peut regarder ce qui se passe à la BBC. Copier ne veut rien dire, parce qu'il faudrait tout copier. Et il y a plein d'autres choses qui vont avec. Et donc, voilà, je suis pour, par contre, que le débat s'engage, parce que là-dessus, le statu quo et la situation hantée est néfaste pour tout le monde, et pour le secteur de la production, et pour les diffuseurs. Merci. Nicolas de Taverneau, M. Fimelin, et puis ensuite Pascal Rogat. D'abord, les chaînes gratuites contribuent à la production audiovisuelle, à la production cinématographique, à la production d'animation. Le chiffre CNC 2011, c'est 860 millions d'euros qui sont apportés par les chaînes gratuites dans leur ensemble au financement de la production audiovisuelle et cinématographique. À l'intérieur de ça, nous faisons 131 millions d'euros que nous apportons au cinéma, à l'animation et à la production audiovisuelle. Donc on ne peut pas traiter ça d'un revers de la main en disant les chaînes gratuites ne financeraient pas la production audiovisuelle. La deuxième remarque, là où je me permettrai une différence, s'il m'y autorise, avec M. Assouline, c'est que dans les pays qu'on a cités qui marchaient dans l'équilibre public-privé tout à l'heure, notamment l'Allemagne et la Grande-Bretagne, il n'y a pas de taxe en contrepartie de l'absence de publicité sur le service public. Les esprits sont à ce point pollués qu'on nous dit qu'il faut payer une taxe pour avoir une chose qui est quand même naturelle, c'est que les chaînes commerciales qui n'ont pas d'autres ressources que la publicité puissent avoir cette exclusivité publicitaire. Deuxième chose, il n'y a pas de limitation publicitaire, en tous les cas en dehors de celle européenne, avec la multicoupure. Donc en vertu de quoi on devrait demander pardon que ces restrictions qui nous ont été données, notamment, moi je me souviens de l'amendement Schreiner pris
dans une nuit, 1 an après qu'on ait lancé la chaîne, qui nous a coupé de nos ressources, qui a été pris à minuit, parce que pour d'autres motifs d'ailleurs que celui-là, et on a mis 20 ans à le rétablir, au nom de quoi? Et c'est comme quand on me dit, pour mettre des films le mercredi soir, ce qui est la logique même de la télévision gratuite, il faudrait qu'on paye pour avoir le droit d'avoir cette, entre guillemets, libéralisation. Nos collègues anglais, allemands, ne payent pas pour avoir des règles de programmation qui permettent un équilibre entre le public et le privé. Donc ça, c'est une chose... Moi, ce que je demande, c'est qu'on aille jusqu'au bout de la loi qui a supprimé la publicité sur le secteur public, qui fera comme un système anglais, qui marche très bien, dont on nous dit le modèle. Alors aujourd'hui, on a l'impression que c'est une grossièreté de dire ce qui se passe en radio, c'est-à-dire des ressources publiques, et moi, il ne m'appartient pas de me prononcer sur le niveau des ressources publiques pour financer le secteur public, ça marche très bien en radio, et moi je dis, parce que je suis peut-être le seul qui va descendre le fait que la décision de supprimer la publicité sur le secteur public qui a été prise à un moment donné, si cette décision n'avait pas été prise, nous ne serions pas là pour vous parler. C'est que le système, moi ce que je reproche, c'est que le système est incohérent. C'est-à-dire soit on disait on veut 25 chaînes gratuites avec des obligations entre guillemets de cahier des charges qui sont spécifiques à la France, à l'exception culturelle, on investit dans l'animation, on n'a pas le droit de mettre ce qu'on veut, on a des obligations patrimoniales, alors peut-être qu'il n'y en a pas assez, peut-être que certains souhaiteraient, mais s'il n'y avait pas eu la suppression de la publicité sur le secteur public, le secteur serait en guenille, complètement en guenille. Et ça, on oublie de le dire. Or, ces 2 mesures ont été prises, c'est ça qu'on peut reprocher, sans cohérence l'une par rapport à l'autre. Moi, je donnerai un deuxième exemple qui montre que la régulation et que la réglementation, ça ne va pas. Donc vous dites que la réforme a sauvé le secteur privé, mais c'était une réforme pour le secteur public. Donc c'est juste l'incohérence que je viens de soulever, c'est tout. Non, je dis simplement... Je suis content que le secteur privé soit sauvé, mais c'était une loi pour le secteur public, c'est tout. Je dis simplement que ce n'est pas nous qui avons décidé qu'il y aurait 25 chaînes de télévision avec une exception culturelle et des règles particulières à la France. Je dis que si on veut ça, il y avait un prix à payer. Ce prix à payer, c'était qu'il y ait une exclusivité des recettes publicitaires pour le secteur privé et des dotations différentes pour le secteur public. Ça existe en radio, faites pas semblant de le découvrir. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un régime équilibré, si vous souhaitez avoir l'exception culturelle, 25 chaînes de télévision, un service public qui marche, vous ne pouvez pas avoir les règles que vous dites, c'est-à-dire un éparpillement des ressources publicitaires, surtout dans un marché qui baisse. Voilà. Donc, remercions le fait qu'il y ait eu un équilibre et que grâce à cela, le système ne soit pas passé en guenille. Et je dis, allons jusqu'au bout, comme on l'a fait pour la radio, pour que, d'un côté, le service public, et ça, je souscris tout à fait à ce que peut dire Rémi Filmelin, sur la garantie qu'il souhaite avoir des ressources de financement, sur la clarification de ses missions, sur la garantie d'avoir un management stable, sur des règles de fonctionnement qui lui soient, disons, plutôt efficaces. Tout ça, ça mériterait aussi que ça soit discuté, probablement. Mais dites-vous bien que s'il n'y avait pas cette mesure... Alors, moi, je souhaite qu'on aille au bout de cette mesure, comme ça se passe, et on en cite souvent le modèle, en Grande-Bretagne, où ça marche relativement bien, le système fonctionne relativement bien, entre la télévision à péage qui est forte, la télévision gratuite commerciale qui est forte, avec beaucoup de production, et la télévision publique. Alors on ne copie pas tout le modèle. Mais je crois qu'il faut quand même avoir un peu de cohérence. Dernière chose, tous les modèles européens que je connais bien laissent une grande liberté, entre guillemets, de choix stratégique aux opérateurs. Moi, enfin, j'aurais pas la cruauté de dire comment la troisième chaîne d'information gratuite a été choisie en France. Bon. Dans la façon dont ça a été choisi. C'est-à-dire que nous... non, la troisième chaîne. Enfin, lorsque nous avons... Parce que France 24 est gratuit aussi. Lorsque nous candidatons, par exemple, pour des fréquences, nous ne connaissons pas l'état de la concurrence. Et on ne peut pas s'adapter après. Nous avons des règles. Par exemple, je vais vous en donner un exemple. M6 a une obligation musicale. Celle-ci correspondait, à un moment donné, quand elle a été autorisée, elle a remplacé une chaîne musicale qui s'appelait TV6. Donc il était normal, nous l'avons accepté, que dans notre cahier des charges, pendant des années, nous ayons une obligation musicale. Alors on met moins de fiction,
au détriment de Fabienne, et on met plus de musique. Et au mien aussi. Et au tien aussi, mais j'adorerais te rendre service si le Conseil supérieur du visuel veut un peu nous alléger dans la musique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le système est complètement figé. Si le choix marketing, si j'ose dire, de l'offre, le choix éditorial est largement bloqué. On ne peut pas aller d'un système à un autre. Une chaîne pour enfants ne peut pas devenir une chaîne jeunesse. Il n'y a que le service public qui, avec sa tutelle, peut éventuellement changer la ligne éditoriale de ces chaînes. La loi que le CSA doit appliquer ne le peut pas. J'ai entendu dire que le président souhaitait une modification législative sur ce thème pour avoir plus de souplesse. Moi, je lui donne vraiment un soutien complet pour qu'il ait une souplesse complète pour qu'on puisse s'adapter à des évolutions qu'il n'y a pas lieu d'être. Alors, il y a des évolutions qui peuvent être faites dès aujourd'hui. Les films le mercredi, vous aurez compris qu'on y attache un certain prix. Ça peut être fait. Ça ne coûte rien, monsieur Assouline, rien. Et ça fera plaisir à tout le monde, y compris aux téléspectateurs. Monsieur Fimelin. Oui, un mot. Quand on évoque aussi bien l'Angleterre que l'Allemagne avec des règles, je crois que le point absolument central, c'est que ce sont des pays, alors je parle pour le visuel public, mais plus généralement pour l'équilibre, qui ont une stabilité incroyable. Je veux dire que lorsque le trust britannique détermine les moyens dont a besoin la BBC, c'est pour 10 ans, quitte à ce que ça soit en baisse, la question n'est pas là, quitte à ce qu'il y ait des plans d'économie, mais on n'y touche plus. Lorsque la KEF fait un plan en Allemagne, c'est pour 5 ans, personne ne penserait à y toucher. Et nous sommes aujourd'hui dans un système français qui doit absolument se stabiliser en tenant compte des évolutions que nous voyons technologiques et autres, on l'a vu tout à l'heure sur les droits, mais il faut qu'on stabilise ce système. Et il faut qu'on le stabilise parce que là, nous sommes entre nous et on parle de financement, mais les enjeux dans la société sont considérables. Nous sommes le dernier mass média. Et la responsabilité d'un mass média qui, lorsqu'on fait la somme des journaux télévisés, de la 1, de la 2, de la 3 et d'M6 le soir entre 19h45 ou 19h30 et 20h30, nous touchons tous les soirs entre 16 et 20 millions de personnes. Lorsque nous avons une fiction française, et Dieu sait que France Télévisions met des fictions françaises, les chaînes privées mettent des fictions américaines, c'est très bien, c'est ce qui fait la différence, nous touchons régulièrement plusieurs millions de personnes. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui sur le pays, en termes de constitution de ce qu'on peut appeler l'imaginaire collectif, le lien social, le rapport à l'autre, un rôle absolument considérable dans le monde dans lequel nous sommes. Et cette question est une question évidemment politique. Et cette question politique, qui peut s'appeler l'exception culturelle, mais qui peut aussi s'appeler, à un moment donné, le sentiment d'appartenance à une collectivité, la capacité à avoir du lien, et que ce lien se fasse sur des contenus qui ne soient pas des contenus formatés ailleurs, eh ben, cette question est une question absolument considérable. Alors, on a l'air d'être des boutiquiers lorsque nous parlons entre nous et que nous défendons chacun son précaré. Je pense, et j'en ai la conviction profonde et ce qui m'anime, que c'est bien au-delà et que ce que nous jouons aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'appelle, encore une fois, la capacité de créer, la capacité d'avoir une identité et la capacité de créer du lien. Chacun dans sa diversité, nous y contribuons. Mais si nos entreprises, les unes ou les autres, sont profondément déstabilisées et à un moment donné, soit disparaissent, il n'en est pas question là, mais en tout cas, ont dans leur façon de prévoir l'avenir des incertitudes qui font qu'elles se bloquent, alors oui, ceux qui arrivent et qui sont des géants financièrement incroyablement plus forts que nous vont prendre des positions contre lesquelles on ne pourra pas lutter. Et cette question est une question évidemment centrale et urgente aujourd'hui. Je vais enchaîner sur ce qu'a dit Rémi. Je dirais qu'autour de la table, en réalité, on n'a que des gentils. Non, mais je le pense sérieusement, parce qu'on discute entre nous, on n'est pas d'accord, mais on trouve aussi des solutions. Il y a deux méchants qui ne sont pas là. Il y a les grands acteurs de l'Internet, ceux qui sont situés en Irlande, au Luxembourg, à Malte, dans des pays où on ne paye pas d'impôts. Alors le Sénat américain a commencé à s'occuper de la marque aux fruits, parce qu'ils sont aperçus qu'ils distribuaient des dividendes et que pour les distribuer, ils empruntaient pour ne pas rapatrier les fonds qui sont entassés aux îles Vierges. Donc ces gens-là concurrencent de façon déloyale, pas seulement les acteurs de l'audiovisuel,
mais l'ensemble des acteurs de l'économie, parce qu'ils agissent dans des tas de secteurs économiques, et c'est une faillite incroyable des politiques et des États de ne pas avoir installé une fiscalité qui attrape l'argent des grandes sociétés qui vivent de l'Internet. Et que si on n'arrive pas à les attraper par la fiscalité générale, on aura beaucoup de mal à installer une fiscalité culturelle qui est absolument indispensable. Moi, je le pense, pour alléger un certain nombre de charges. Je ne parle pas des obligations, mais je parle de taxes, et là, je rejoins Nicolas, qui pèsent sur les acteurs qui sont situés en France, qui payent leurs impôts en France et qui sont des chaînes de télévision ou des opérateurs de télécommunications. Actuellement, le système va vers des distorsions de plus en plus importantes, et il faut absolument, et ça c'est de la politique, que les États se rassemblent pour arrêter cette bande de voleurs, parce que c'est des voleurs, ils pillent les ressources des différents pays et ils ne contribuent absolument pas au financement public, au budget et aux recettes de la nation. Et ça, c'est quelque chose que la politique doit faire. C'est la priorité de la politique. La deuxième chose, alors là, ils sont pas loin, ceux-là, on peut y aller en 1h30 chez eux. Ils sont à Bruxelles, ils sont vendus au premier. Ah non, ils sont vendus au premier, je suis désolé, ils sont vendus au premier. Ils ont une idéologie ultra-libérale et ils préfèrent encourager les Google, les Apple, les Amazon, parce que ces gens-là sont le symbole de la modernité et des sociétés qui fonctionnent bien. Ce sont ces gens-là qui mettent en cause l'exception culturelle, qui veulent nous empêcher d'adopter une réglementation sur les services Internet, puisque M. De Gucht a été très clair. Il a dit « Vous conserverez le droit d'avoir une régulation sur les services anciens. Chacun fera ce qu'il voudra sur les services Internet. Et si chacun peut faire ce qu'il veut sur les services Internet, ça veut dire qu'on crée des Panamas du numérique, c'est-à-dire des endroits où peuvent s'installer ceux qui ne veulent être soumis à aucune obligation. » Et je pense que, alors ça c'est aussi de la politique, le gouvernement français, avec d'autres gouvernements, ceux qui pensent que la culture, la création, c'est une chose importante, devraient s'unir et mettre sur la table un vrai projet européen pour la création en Europe et cette création dans l'univers numérique. Et je remercie Pierre Lescure. Alors, il a peut-être fait des choses pas bien sur la chronologie des médias, mais c'est pas, à mon avis, le plus important de son rapport, d'avoir commencé à avoir des solutions pour financer la création avec une taxe sur les objets connectés. Je pense que l'avenir, ça sera de taxer les services connectés, mais tant qu'on ne peut pas taxer les services connectés, il faut au moins taxer les objets qui, eux, sont vendus sur le territoire national. Et en plus, ont la caractéristique qu'aucun de ces objets, je pense, n'est fabriqué dans notre pays, parce que la concurrence avec ceux qui font travailler les enfants ou qui font vivre les ouvriers dans des dortoirs est impossible à réaliser. Voilà. Oui. Non, juste pour continuer, la décision va être prise à Bruxelles le 14 juin. Je trouve que les gens de cinéma se sont beaucoup plus bougés que les gens de télévision. Comme vous êtes tous ici, des auteurs, des comédiens, des producteurs, des chaînes, des diffuseurs de télévision, il y a encore énormément de travail à faire sur tous les pays européens, parce que pour l'instant, ça ne passe pas, hein, la décision du 14 juin. Et on a en gros 9 jours pour se bouger. Voilà, donc c'est vraiment un appel à une mobilisation extrême. Bertrand Méheux. Oui, vraiment, je crois, pour conforter nos groupes industriels, il faut de la sécurité juridique, on vient de le dire, de la visibilité pour le service public, mais la sécurité juridique, c'est absolument clé. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous avons en permanence des règles qui changent et nous sommes incapables de faire des plans à 3 ans, puisque chacune des règles bouge. Je pourrais vous en citer des dizaines, et ça ne concerne pas seulement les acteurs de ce secteur. Mais notre seule chance de survie ou d'existence à l'international face aux groupes qui n'ont pas ces contraintes, c'est la sécurité juridique. C'est la seule garantie que nous puissions remplir des obligations à l'égard de l'exception culturelle française. Je crois par ailleurs qu'il faut lever tous les carcans que nous avons, parce que face à nous, on a des acteurs qui vraiment sont très satisfaits de notre système à la française, puisque les acteurs existants ont des sacs de plomb sur les épaules, ne peuvent pas faire leur métier comme ils le pourraient. Et n'oublions pas qu'à la fin, il n'y a qu'une chose qui compte,
C'est celui qui paye, c'est le citoyen pour la redevance, c'est l'annonceur pour la télévision gratuite et c'est l'abonné. Il n'y a que ça qui compte. On ne peut pas nous obliger à prendre en charge toutes les contraintes de tous nos partenaires, qu'ils soient producteurs ou auteurs. Il nous faut de la liberté et de l'agilité. C'est la meilleure garantie des financements que nous pourrons apporter. Merci beaucoup. Oui, peut-être en profiter. Si vous avez une seconde, parce que je crois que vous devez en avoir assez, juste puisque nous rentrons dans un grand chantier de re-régulation et de régulation, je voudrais dire aux autorités qui vont s'en occuper, et à Laurent Vallée entre autres, et à Monsieur le Président du CSA, et aux éminents membres du CSA et aux parlementaires, qu'à notre avis, il y a un critère très important qui va jouer, que ce soit pour les télévision gratuite, payante, par abonnement, tous les supports que la Terre est en train d'inventer, c'est le critère d'engagement dans la création. Voilà. Je pense qu'il y aura des bons, comment on dit, des bons et des bons élèves et des moins bons élèves. Pardon, je ne trouve plus mes mots. Et que ça doit être un critère très important. Voilà. Au nom du monde de la création, je dis ça. Les auteurs, les réalisateurs, les producteurs. Très bien. C'est un film de Claude Lelouch, hein, les bons et les méchants. Peut-être des questions dans la salle. On essaie de donner quelques questions, qu'on a un tout petit peu plus de temps, comme vous avez pu le voir. J'ai laissé filer, donc ce qui permet de laisser quelques questions. Oui, merci, bonjour. Christian Odos, syndicat des distributeurs indépendants de films cinématographiques. Alors, vous me permettrez, ça n'est pas une question, mais plutôt un témoignage. Puisque les gens de cinéma ne sont pas à la tribune, je voudrais quand même prendre la parole à ce titre. Je remercie Pascal Rogard qui a commencé à répondre sur la thématique de l'ouverture de la publicité pour le cinéma à la télévision. Je voudrais vous dire que je représente non seulement les distributeurs indépendants de mon syndicat, mais très largement, au-delà de mon syndicat, je pourrais dire la très large majorité des distributeurs indépendants de cinéma. Je pense pouvoir dire aussi une grande majorité de producteurs indépendants de films de cinéma pour dire que nous sommes et nous restons violemment contre l'ouverture de ce secteur du cinéma, de la publicité cinéma à la télévision. Non pas du tout pour des raisons de posture dogmatique, mais pour des raisons très simples. J'ai entendu ce matin Alain Veil donner l'argument, lui-même d'ailleurs, il a pensé que c'était un argument pour l'ouverture alors que c'est un argument contre. Il a dit mais on est le seul pays qui sommes fermés à cette ouverture de la pub cinéma à la télévision. Mais justement, qui porte l'exception culturelle aujourd'hui en Europe? On le voit d'ailleurs dans la difficulté qu'on a à mobiliser les autres pays européens à nos côtés pour obtenir la minorité de blocage dans la négociation France-États-Unis, Europe-États-Unis. Donc l'argument, oui, nous sommes le pays de l'exception culturelle, nous sommes le pays qui a une diversité d'offres cinématographiques, nous sommes le seul pays d'Europe dont chaque année le marché des films français et européens est entre 40 et 45% de part de marché. Je ne parle pas de l'Angleterre avec les James Bond anglais, hein, bien entendu. Donc, premier argument, l'argument de l'exception culturelle. Le deuxième, regardez les chiffres de la publicité depuis 10 ans pour le cinéma. Dès qu'un nouveau média s'ouvre, Internet, la pub pour les films dans les salles de cinéma, où on s'aperçoit que les chiffres d'affaires cumulés qui se portent sur ces deux nouveaux médias n'est absolument pas compensé par des baisses publicitaires sur d'autres secteurs. Or, qui peut aujourd'hui investir pour appuyer la publicité des films à la sortie? Ce sont les Américains et les sociétés intégrées de distribution appuyées sur des surfaces financières que ne peuvent absolument pas suivre les indépendants. Donc si on veut demain tuer le cinéma indépendant, il n'y a qu'à ouvrir la publicité pour le cinéma à la télévision. On en a des exemples. On a vu ce qui s'est passé en Italie, en Allemagne. Regardez les chiffres et le renforcement de la part des films américains. On a vu ce qui s'est passé dans le domaine musical avec l'ouverture de la pub pour la musique à la télévision qui a tué le secteur de l'édition indépendante au profit d'une multinationale qui domine le marché aujourd'hui. Si, encore une fois, on veut maintenir l'exception culturelle française,
Encore une fois, laissons ce secteur interdit, non pas du tout pour faire plaisir à qui que ce soit, mais là je ne suis pas comme Nicolas Tavernos, je ne défends pas ma boutique, je suis en train d'essayer de défendre un concept, l'intérêt général, qui est celui de la diffusion culturelle et de la diversité culturelle. Merci beaucoup. Une autre question? Si, je vous en prie, bien entendu. Non, mais mettez votre argent dans les affiches et dans l'Internet. Vous n'aurez aucun retour sur l'efficacité n'est pas terrible. Et deuxièmement, et puis la deuxième chose, cet argument n'est pas du tout valable. Hier, j'étais avec un producteur que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Yann Moito, qui a produit un film formidable qui s'appelle On Boy, qui a eu tous les Oscars en Allemagne. C'est un film à 300 000 €. Il a réussi en Allemagne sans publicité, et pourtant la publicité à la télévision est autorisée. Le cinéma allemand commence à se porter extrêmement bien. Donc ne mettez pas de corrélation, si vous voulez, sur les choses. Alors moi, ce que je trouve c'est plus intelligent, c'est de se mettre autour d'une table, y compris avec les distributeurs indépendants, en leur disant quels sont les avantages que vous nous donnez pour faire de la publicité, comme on l'a fait avec la musique il y a quelques années, qui est venue à la télévision. Quels sont les avantages? Vous méritez des avantages certainement au nom de l'exception culturelle. On est prêt à vous les donner, mais fermez pas un secteur pour qu'il file tout sur Internet. Ça n'a pas de sens. C'est les mêmes bandes annonces qui vont sur Internet. Alors quand vous tapez sur Allociné, vous trouvez ça très bien, et quand vous ouvrez Canal+ ou TF1 ou M6 par hasard, vous trouvez pas ça bien. Ça n'a pas de sens. Alors qu'Allociné, il va rien réinvestir dans le truc. Nous, on a une obligation de réinvestir une partie, on a des taxes, etc. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, cette position, pardon de vous le dire, n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Mais je suis prêt à discuter avec vous. Oui, bonjour, Serge Steyer. Donc, je suis auteur-réalisateur et je représente ici les professionnels basés en région, notamment dans le collectif Film en Bretagne. Ça a été évoqué vaguement à l'occasion de la fin de la dernière table ronde. Je voudrais qu'on revienne un tout petit instant sur la question de la décentralisation audiovisuelle. Décentralisation audiovisuelle qui était au programme des gouvernements Mauroy et Jospin, qui finalement ont partiellement échoué, qui était au programme de Rémi Flimelin il n'y a pas si longtemps que ça, avec la régionalisation des stations de France 3, donc basées en région, et qui pour l'instant ne diffuse qu'une douzaine d'heures de programmes hebdomadaires, donc produits en région. Bon, pour en revenir au sujet de la table ronde, financer les services de télévision, qu'en est-il du projet, et là je m'adresse à David Assouline, des parlementaires qui sont actuellement en exercice sur l'ouverture, le développement de la production en région via des télévisions de plein exercice, qu'elles soient régionales ou nationales, et pas uniquement fermées sur les acteurs régionaux. Qu'en est-il de la vision politique de la majorité parlementaire actuelle sur ces questions-là? Sachant qu'il y a aussi une loi, un acte 3 de la décentralisation qui se prépare. David Assouline. Oui, je déconseillerais de lier cette discussion sur ce que vous appelez la décentralisation télévisuelle au débat sur la décentralisation territoriale, parce que ce débat s'est engagé de façon très très compliquée, et je pense que ça va être encore très compliqué, et qu'on rajouterait de la complexité à la complexité. Non, je pense qu'il faut le traiter. Moi, globalement, il y a des échecs. C'est-à-dire qu'on sent bien la nécessité, on sent bien que c'est le parent pauvre du paysage audiovisuel français, les modèles de télévision locale, régionale, territoriale, etc. On sait que France 3 a cet atout, mais il ne faut pas réduire ce sujet à l'audiovisuel public. Il y a le secteur associatif, privé, etc. Et on n'y arrive pas, parce que je pense que les modèles économiques ont été très mal calibrés. Et à chaque fois qu'il y a eu un échec, on a agité l'échec comme étant la preuve qu'il ne faut pas continuer. Bon, alors qu'on pouvait juger que c'était mal calibré économiquement et que c'est pas l'idée ni la nécessité qu'il fallait remettre en cause, mais la façon dont on a mis en œuvre. Globalement, sur cette question, comme sur le reste, ça me permet de dire mon petit mot de fin. Je pense que ce moment n'est pas une conclusion. Ce moment doit être l'ouverture d'un processus qui doit aboutir à une configuration législative et réglementaire cohérente pour l'ensemble du paysage audiovisuel.
où le privé se sent respecté, stabilisé et puisse permettre son développement, où le secteur public ait des perspectives stables de financement, où, pour ce qui est des chaînes payantes, il y ait un certain nombre de sécurisations nécessaires avec les nouveaux entrants, et où tout un tas de questions qui se sont accumulées depuis quelques années, rapports, producteurs, etc., l'entrée du numérique, comment ça a percuté, les évolutions à faire, la question de la régionalisation, la question sur le service public, c'est en partie, je vous réponds aussi, sur l'identité des chaînes. Parce que de toute façon, c'est au cœur de la discussion sur François. Et moi, je ne la vois pas que comme la chaîne des régions. J'ai des idées pour qu'elle ait une identité non concurrentielle avec France 2. Parce que c'est un problème aussi qu'on puisse avoir dans le secteur audiovisuel public des concurrences dans les mêmes domaines, notamment de la création, etc., quand il y a de moins en moins d'argent. Donc tout cela doit être mis sur la table. Mais je le dis, la dynamique de tous les acteurs qui sont là, qui sont tous ceux qui s'intéressent et veulent porter l'audiovisuel dans notre pays, doit se poursuivre dans des formes adéquates. Le ministère peut-être fera des propositions précises. En se disant, franchement, en ayant assisté juste au débat d'avant et en partie ce débat où ça s'est révélé d'une autre façon, si chacun pouvait se dire quel est l'intérêt général de tous, qui n'handicape pas l'intérêt particulier que moi je défends, en essayant de comprendre aussi les intérêts des autres, on peut arriver à sortir quelque chose qui a de la gueule d'ici 1 an comme paysage audiovisuel français stabilisé et moderne, c'est-à-dire pouvant affronter les années qui viennent. Et on n'est pas obligé, quand on dit je ne suis pas d'accord, de rajouter violemment pour juste montrer qu'il n'y a plus de possibilité de faire un pas vers l'autre. Donc je pense que c'est dans une nouvelle façon aussi de chacun nous positionner, les politiques aussi, donc j'en prends notre part, qu'on va pouvoir, sur toutes ces questions, apporter des réponses et de bon sens et qui ont du sens aussi. Monsieur Fimelin. Je voudrais juste vous dire un mot sur les projets régionaux. Évidemment, nous sommes aujourd'hui dans une phase de stop liée à des plans d'économie que nous avons lancés, et en particulier en région, et qui d'ailleurs ont démarré dès l'été dernier avec des résultats probants. Pour autant, et c'est des discussions qu'on a eues sur le plan stratégique avec la ministre et qu'elle a repris, il faut que nous reposions la question de la télévision régionale. Si nous nous référons à ce qui se passe en Europe, on vient de parler de l'Angleterre ou de l'Allemagne, il y a des télévisions régionales puissantes, publiques. Aujourd'hui en France, il y a un vrai besoin qui émane des régions. Il faut qu'on réfléchisse à la façon de faire, et en particulier le soutien à la production régionale qui est importante dans certaines régions et moins dans d'autres. Et cette question, elle doit être examinée dans la perspective de 2014-2015 par normalement un groupe de travail que la ministre doit mettre en place dans les prochaines semaines avec les élus régionaux. Mais il faut qu'on aborde cette question-là, parce qu'aujourd'hui, cette crise économique qui nous touche est une crise qui touche aussi les acteurs régionaux aujourd'hui, qui sont les télévisions locales ou régionales privées, et tout ce tissu est un tissu qui est en difficulté aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Juliette Prissard du SPI. Je me permets juste de livrer un témoignage et puis une inquiétude. Actuellement, effectivement, lorsque Fabienne l'a mentionné, nous sommes dans une bataille très lourde avec la Commission européenne sur l'accord États-Unis-Europe. Et les droits à Internet, qui sont relativement peu encadrés, qui ne rentrent pas dans le financement du secteur de façon suffisante actuellement, sont un prétexte aujourd'hui pour les États-Unis pour demander à ce qu'ils fassent l'objet d'une libéralisation. Et finalement, le retard qui a été pris par les pouvoirs publics dans cet encadrement est aujourd'hui notre point faible dans la négociation. Donc, effectivement, il me paraît important que le financement des chaînes de télévision aujourd'hui soit accompagné d'un financement du secteur Internet, et que les propositions qui ont été faites dans les différents rapports qui ont été remis ces dernières années soient mises en œuvre, et relativement rapidement, si nous gagnons cette bataille du 14, ceci dit, et après celle du 28, c'est-à-dire sortir la culture, y compris les droits à Internet, du mandat de négociation.
Et par ailleurs, je rappelais l'importance aujourd'hui du corpus réglementaire qui est en place, qui aujourd'hui nous protège d'une libéralisation du secteur et qui nous permet d'avoir une politique culturelle, et là je rappelle le mot culturel, importante, qui justifie l'encadrement du secteur. C'est-à-dire que c'est bien la culture et également le service public qui justifie cet encadrement qui est en place aujourd'hui. Donc il est important pour l'avenir que toutes ces réflexions autour du service public, autour des obligations des chaînes, se fassent dans le respect d'une politique forte culturelle. Et nous, au SPIN, nous sommes assez inquiets de la prépondérance de la réflexion sur l'industrialisation du secteur, alors même qu'il s'agit bien de culture, et que c'est de culture qu'il faut défendre et qu'il faut encadrer aujourd'hui. Merci. Peut-être juste un tout petit moment pour vous dire que donc, le débat de Madame la Ministre se prolonge un petit peu, donc on a l'occasion de prolonger notre discussion du coup de quelques instants. En revanche, je sais que certains ont des impératifs, donc comme là, je les ai obligés, si j'ose dire, et contraints à respecter mes impératifs, et ils l'ont fait. Je vous en remercie beaucoup, donc, et réciproquement, donc je vous laisse filer, parce que vous êtes... je ne dirai pas. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, effectivement, ça laisse un blanc. Si je veux être respecté, il faut que je parle. Non, monsieur Amoussine, je suis sûre qu'il y a des questions, quelques questions dans la salle, peut-être. Oui, je voudrais intervenir sur la redevance. Allez-y, je vous en prie, je suis désolée, je ne vous vois pas, mais... Pardon, allez-y, monsieur. Il est difficile de me manquer, je crois. Bien, je partage le sentiment de la SCAM, de la SACD et de tous mes collègues sur la nécessité de l'augmentation de la redevance. Malheureusement, nos concitoyens sont d'accord, mais pas pour n'importe quoi. Lorsqu'on a décidé l'augmentation de 4 € de la redevance, je m'adresse à M. Assouline. La réaction a été négative. Un sondage a montré que nos concitoyens n'étaient pas très favorables à cette augmentation. Je m'excuse, monsieur, je vous coupe juste 2 secondes. Veuillez, je vous prie de m'excuser. Juste pour vous dire que Madame la Ministre, bien sûr, revient. Donc elle a un petit peu de retard. Donc c'est la raison pour laquelle on a la possibilité de discuter un petit peu plus. Voilà, mais elle nous rejoindra vers 19h. Elle devrait pouvoir quitter. Je vous en prie, continuez. Pardon. Bien. Lorsque nous avons fait un sondage pour savoir est-ce que vous seriez d'accord de payer 1,50 € de plus pour avoir une chaîne de service public nationale consacrée à tous les patrimoines et généraliste. À 58%, ils ont dit nous sommes d'accord. Et à 93%, ils ont souhaité que cette chaîne existe. Et à 95% des jeunes souhaitent que cette chaîne existe. Donc quand on a un rapport de donnant-donnant, et sur le plan culturel, ça sera un apport formidable, y compris pour les producteurs. Je rappelle que ça permet de valoriser leur propre patrimoine qui dort. Ça permet de sortir des archives et de faire circuler des œuvres qui restent enfermées. C'est l'intérêt des auteurs. C'est l'intérêt, donc, de la culture. Donc, j'espère que sera pris en compte cette forme de développement de la télévision. Et bien entendu, il faut avoir le courage d'augmenter au-delà la redevance, comme dans les autres pays. C'est la solution culturelle la plus juste, la plus importante, qui n'affaiblit pas les chaînes privées et qui bénéficient de la publicité. Et donc, nous invitons solennellement que soient prises des décisions en ce sens. Je pense que, M. Assouline, vous avez répondu tout à l'heure sur... vous avez été très clair. Très clair. Très clair. Une question. Guy Seligman, puisqu'on a une seconde, je reprends volontiers ce que Fabienne a dit tout à l'heure sur la différence. À savoir, lorsqu'on appuie sur le bouton de sa radio, on sait instantanément si on est sur France Culture, France Musique, et pas sur Europe ou RTL, etc. Il y a quelques années, ça n'était pas Rémi Fimelin qui était président de France Télévisions. J'ai fait faire
une expérience à la SCAM. J'ai réuni une centaine de personnes. J'ai mis un scotch noir en haut à droite de l'écran de télévision. Les gens n'étaient pas capables de dire, surtout l'après-midi d'ailleurs, s'ils regardaient France 2, France 3, France 5, etc. Je sais qu'on est en train de réfléchir à la réforme du conseil d'administration de France Télévisions. Et vous, David Assouline, qui est un peu le d'Artagnan du Sénat, est-ce que vous seriez favorable à une proposition que la SCAM, la SACD et la SACEM avions faite à Michel Rocard, ça ne date pas d'hier donc, c'est-à-dire qu'il y ait des représentants des auteurs, des sociétés d'auteurs au sein du conseil d'administration de France Télévisions. Non pas pour faire les grilles de programmes, mais pour qu'il y ait un regard d'auteur, justement, sur l'identité des chaînes. Merci beaucoup. Je réponds ? Je vous en prie. Oui, le problème, il ne faut pas l'interdire. Si c'est comme représentant des auteurs, il faudra se mettre d'accord sur qui dans la profession. Bon, donc, en tous les cas, qu'il y ait des personnalités extérieures qui aient un regard averti sur la création, parce que créateurs eux-mêmes, etc., je suis pour l'encourager, bien entendu, dans le secteur public. Vous avez dit, on ne voit pas la différence. Y compris sur ce terrain-là, la réforme de 2009 n'a pas pu être respectée. Puisque une différence devait être nette avec déjà la grille, c'est-à-dire c'était 20h30 que commençaient les programmes, à l'inverse des autres. Et donc il y avait une identification forte qui permettait 2 tranches réelles en soirée et qui permettait, disons, de capter assez vite. J'ai vu les arguments, ça n'a pas été appliqué. C'est-à-dire que vous voyez, sur le plan financier, rien ne s'est passé comme c'était prévu, les taxes, les machins, ce qu'elles rapportent, mais y compris du point de vue du projet éditorial, ça a été battu en brèche. Et je me souviens d'une discussion avec M. Fimelin, moi j'entends aussi les arguments, mais c'était quand même décevant. C'était d'abord, on a mis une fenêtre de 8 minutes pour les citoyens, c'était la même chose, mais ça ne s'appelait pas publicité. C'est bon. Deuxièmement, comment je fais s'il y a Canteloup à la fin du journal de TF1 et que ça capte un public, et au moment où il va voir son premier programme de soirée, si j'ai commencé depuis une demi-heure, il ne revient plus. Donc je dois me caler, et c'est TF1 qui donnait le ton de la grille, et donc même cette identification possible a été battue en brèche dans les faits, malgré le fait que c'était quasiment dans la loi, puisque c'était le projet de la suppression de la publicité qui, de façon éditoriale, devait se... Donc, moi, je crois vraiment que par la pérennité, par la protection de sa capacité à continuer à investir dans la création, je le rappelle, à 70% de la création audiovisuelle, c'est France Télévisions. Et quand il n'y a plus les ressources, eh bien, c'est cette création qui est en danger. Qu'on peut défendre bien la place particulière vis-à-vis de la culture et de ce qu'on attend comme qualité de l'audiovisuel public, mais aussi en redéfinissant, en rediscutant un peu plus et de façon sérieuse de l'identité des chaînes et notamment de ce que c'est qu'une chaîne généraliste, France 2, avec une priorité absolue au divertissement et à la création, sans rentrer en concurrence avec France 3 qui fait la même chose. Il faut que France 3 fasse autre chose, etc. Et que dans cette clarification du paysage audiovisuel, je pense que ça tirera vers le haut et notamment la qualité. Monsieur le sénateur, Gérard Tucher, caméraman à France 2. Attendez juste une seconde. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le problème de la télévision publique, c'est uniquement une question d'horaire et pas une question de contenu, aussi bien sur les journaux télévisés que sur les programmes? J'ai une deuxième question à vous poser. Savez-vous par ailleurs que cette semaine, la semaine dernière, Monsieur Fimelin a signé un accord à France Télévisions avec tous les syndicats, un accord qui institue le fait que 2 techniciens
qui font le même travail sur le même plateau ne sont pas payés au même salaire, ce qui est totalement contraire au Code du travail et qui va être retoqué par les tribunaux dans quelques années. Pourriez-vous, sur ce sujet, nous donner quelques informations, à savoir, est-ce qu'un accord collectif doit respecter la loi ? Peut-être juste une dernière réponse pour deux, trois mots, et puis ensuite on fait une petite pause. Avant que Madame la ministre arrive. Merci, Monsieur Assouline. Oui. Ce n'est pas parce que les responsables des télévisions, et notamment de France Télévisions, sont partis que je dois assumer les responsabilités de tout le monde. L'indépendance, c'est aussi faire en sorte que quand dans une société, là c'est une société publique, donc je peux avoir un regard, mais en général, je n'ai des réponses à apporter que quand je connais le sujet. Ou sinon, je joue et je me positionne. Et donc, ce que je sais, c'est que je ne peux que saluer le fait qu'il y ait un accord avec tous les syndicats, parce que c'était un élément bloquant, et que c'était quasiment l'Everest. Quand on fusionne plusieurs sociétés, qu'il y a différents statuts, arriver à un tel accord, c'est plutôt m'en féliciter aujourd'hui. Que tout le monde ne soit pas d'accord, malgré l'accord, c'est normal, c'est la démocratie, mais je ne crois pas que ce que l'on peut retenir avec juste ma petite connaissance des choses, de ce qui s'est passé avec cet accord social, soit réductible à ce que vous venez de dire. Moi, je suis toujours pour respecter le Code du travail, donc il y a même des juridictions, et à elles de juger, mais je fais même confiance à la majorité des syndicats qui ont signé cet accord, dans le fait qu'il n'ait pas ignoré ce type de sujet. Mais vous allez pouvoir me voir, me raconter plus précisément, et parce que je serai au courant exactement, je pourrai vous donner un vrai point de vue. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur. Merci à vous tous.